Merci vraiment. Je ne suis pas sûr de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais je vais essayer de vous parler un peu de mon point de vue, de ma façon d'envisager cette évolution, puisque le monde du livre est un monde en évolution permanente. Il faut se souvenir que le livre n'est pas un produit si ancien. C'est pas si longtemps que ça qu'on lit des livres. Que quand le livre a commencé à apparaître, on n'a pas fait un procès de sorcellerie, mais on aurait pu. C'est quand même, le livre est conjoint des essais de Montaigne, est conjoint de beaucoup de choses, la découverte de l'Amérique, de tellement de choses, et c'est pas si ancien que ça. Quand j'étais petit, il y a longtemps, déjà, moi aussi, on entendait des tas de choses, que la radio, par exemple, allait tuer le livre. Puis après, il y a eu la télévision qui devait tuer le livre. Et puis après, il y a eu les cassettes audio qui devaient tuer le livre. Puis après, il y a eu les CD qui devaient tuer le livre. Et puis après, puis finalement, il est encore là. Donc voilà. Après, c'est simplement le monde du livre, je crois, parfois. Je vais peut-être dire des choses qui vont vous surprendre. Au fond, vous me rectifierez, hein, n'hésitez pas à intervenir qu'on parle, parce que ça me semble c'est important, c'est au centre de plein de préoccupations. Et je crois que quand on se plaint sans cesse, s'ouvrait sans cesse que le livre va mal, c'est vrai que le livre va mal, mais c'est pas nouveau, ça va très longtemps. J'entends ça depuis que je suis tout petit. Moi, je me souviens, à côté de chez moi, quand j'étais gamin à Dijon, il y avait un petit libraire qui me disait toujours ça va pas, ça va mal. J'allais acheter mes livres chez lui, il se plaignait tout le temps que ça allait pas. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il n'y avait pas de loi sur le prix du livre. Hein. La loi sur le prix du livre, c'est 81. C'est drôlement important quand cette loi est passée. Mise en place par un ministre, hein, donc il lui a donné son nom, hein, la loi Lang, hein, même si en l'occurrence ce ministre n'y croyait pas du tout au départ. Hein. Jack Lang, la loi sur le prix unique du livre, c'était pas de son cheval de bataille du tout. Quand cette loi est passée, enfin quand on lui a parlé, quand François Mitterrand lui a dit il faudrait faire passer cette loi parce que c'est vraiment le seul moyen. Les conseillers de Mitterrand sur le livre, dont quelqu'un de merveilleux dont on n'entend jamais le nom, hein, rarement, qui s'appelle Jean Gattegno, qui est mort, hélas, il y a quelques années d'une épouvantable maladie qu'il a emportée très rapidement, qui était le traducteur de Lewis Carroll, en français, qui a été le directeur du livre longtemps et qui a été le plus grand directeur du livre en France, qui était un homme extraordinaire. C'est lui qui a pensé à cette loi, qui maintenant est une loi qui est en train de passer dans tous les pays d'Europe, et bien au-delà d'ailleurs, qui faisait que le livre, effectivement, à la différence de 5%, allait être au même prix partout. Partout. Avant cette loi, si vous vous souvenez bien, il y avait, sous Giscard d'Estaing, le prix imposé. Alors le prix imposé était, le livre coûtait 50 francs, on va dire, mais il y avait de telles disparités dans la façon dont les livres étaient, dont les libraires pouvaient nous vendre le livre, alors plus les fameuses taxes locales à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait sur les livres, moi j'aime bien retrouver dans la bibliothèque les livres sur lesquels il y avait marqué les taxes locales. Parce que si vous étiez à Dijon, ou si vous étiez à Bordeaux, ou si vous étiez à Nantes, vous ne pouviez pas payer, enfin, vous aviez toutes les chances de ne pas payer le livre le même prix. Puisqu'il y avait les taxes locales, il y avait des taxes de l'État, hein, la TVA, qui existe toujours aujourd'hui, il y a toujours une TVA sur le livre, mais il y avait en plus la TVA de la mairie, du département, enfin, etc., qui complexifiait les choses, parce qu'il y avait des mairies qui étaient qui taxaient moins le livre que d'autres, et ainsi de suite. Bon, mais c'était pas que sur le livre, hein. Alors le jour où la loi Lang a dit le livre est au même prix partout et la remise maximum que pourra faire un libraire à un client, quel que soit ce client, est de 5%, évidemment, je me souviens, s'il y a des enseignants parmi vous, et il y en a certainement, il y avait eu un sacré tollé de ce côté-là déjà. Les enseignants avaient l'habitude quand même d'avoir plutôt 20% chez les libraires. Alors ils ont continué souvent à les avoir, d'ailleurs leurs 20% chez les libraires au début, hein, chez les libraires qui pouvaient le faire. Si l'État a promulgué cette loi de 5%, qui est vraiment le départ, je crois, de tout ce qui va se transformer vraiment d'une manière forte dans le livre en France, et qui va faire que la librairie indépendante va pouvoir encore, hein, et avec difficulté néanmoins, exister. Si vraiment cette loi n'avait pas été mise en place, je pense que des libraires indépendants aujourd'hui à Pau, vous en auriez plus. Hein. Il y a toutes les chances, on peut le supposer, franchement. Hein. Je crois que vous allez rencontrer M. Tenet bientôt. Il vous en parlera à sa manière, j'imagine, mais il vous dira certainement pas grand-chose de différent là-dessus. Enfin, je sais qu'il vient en université, je ne sais pas si c'est ici, mais sur la librairie indépendante, les libraires vous diront toujours la même chose. Cette loi qui
dit ça, c'est quand même assez précis. C'est-à-dire que le petit libraire de votre quartier ou le Leclerc, et vous avez la chance à Pau d'avoir un Leclerc très particulier, puisque vous avez certainement, pour tout ce que l'on peut savoir sur les centres Leclerc en France, la meilleure librairie d'un centre Leclerc de France. Ça fait des années que ça dure, et c'est assez exemplaire de ce point de vue-là. Bon, même si, je le rappelais l'autre jour à d'autres personnes ici, dans le cadre de la fac, à des jeunes étudiants de lettres, on a pendant des années porté plainte contre le Leclerc de Pau, qui faisait 20% ou 30% à la caisse quand on lui disait qu'on était enseignant, alors qu'il n'avait plus le droit de le faire. Donc, comme il ne nous connaissait pas, les braves amis du livre que nous étions, on venait régulièrement acheter des livres, on demandait la remise, et on portait notre ticket au tribunal, et on portait plainte. Donc, voilà, on a fait... Puis un jour, ils ont arrêté, hein. Un jour, ils ont arrêté. Bon, mais c'est bien. Mais cela dit, vous avez la chance d'avoir un Leclerc vraiment exceptionnel. C'est vrai, en librairie. Bien sûr que je fais de la publicité pour tous les libraires indépendants de Pau. Hein. Oui. Parce que c'est une bonne librairie tenue par des vrais libraires. Je crois qui en font. Parce que souvent, les librairies des centres Leclerc sont pas de bonnes librairies. Ils ont les livres de grande cavalerie, tout ce qui sort rapidement, qui est tout destiné à disparaître très vite des tables. Ici, il y a un travail de fond, il y a des livres qui restent, etc. Pour vous donner une anecdote, il y a quelques années, j'avais fait venir en Aquitaine pendant 10 jours les éditions POL, Paul, qui est un éditeur de littérature un petit peu pointu, mais qui a quand même des livres qui se vendent très très bien, qui existe depuis 30 ans maintenant, Paul. Et Paul, donc on avait fait une carte blanche sur toute l'Aquitaine à POL, et suivant les villes, on faisait des choses différentes. Il y avait une trentaine d'auteurs qui étaient venus sur l'Aquitaine avec lui, avec Paulo Tchaikovsky-Lawrence. Et nous étions venus à l'université un mercredi, je crois, avec 4 poètes du catalogue, Olivier Cadiot, Pierre Alféry, Jean-Jacques Vitton et Anne Portugal. Voilà. Et le soir, il y avait une rencontre à la Maison des Femmes du Hédas, avec les mêmes auteurs et un saxophoniste alto du coin qui jouait entre leurs lectures. On avait fait une espèce de petit travail comme ça, bien préparé. Et bien, Paulo Tchaikovsky-Lawrence, quand il va dans une ville, il va voir les libraires. Il en profite, c'est son métier, etc. On avait fait le tour de Pau, des libraires de Pau, et il avait été absolument estomaqué. L'opération avait été annoncée quand même largement partout depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et il avait vu aucun de ses livres en vitrine. Il était rentré dans une ou deux librairies où il ne s'était pas présenté parce qu'il n'avait pas vu les livres sur les tables non plus, donc il avait considéré que les gens ne savaient pas qui venait sans doute. Et ici, on l'avait ramené à l'université, et il avait vu le Leclerc, il y est allé, et il y avait, dans le centre Leclerc, il y avait tous les livres de Paul sur les tables. Donc c'était quand même paradoxal, quoi. C'était pour lui qui défendait la librairie indépendante et qui disait surtout n'allez pas acheter mes livres dans les centres Leclerc, mais plutôt dans les petites librairies. Il arrive à Pau, il se dit bon, je peux plus le lire, quoi. Alors, continue à le dire, on ne peut plus le lire à Pau, mais on peut continuer à le dire ailleurs. C'est une autre histoire. Non, c'est pour ça, voilà, vous avez la chance d'avoir une librairie qui tient la route. Ce qui n'est pas le cas, franchement, partout. Hein. C'est pas, voilà. Alors, ça tient aussi à des personnes, hein, toutes ces aventures-là, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc les 5%, cette fameuse loi Lang qui interdit que l'on aille au-delà de 5%, a cet avantage extrême, c'est que on va acheter le livre au même prix n'importe où. Effectivement, c'est une chose qui n'est toujours pas bien rentrée dans l'esprit des gens. Hein. Et depuis 80, ça fait un petit moment quand même. On est obligé de le répéter régulièrement. Donc nous, on profite évidemment tous les 5 ans des anniversaires pour faire quelque chose, pour un peu le répéter. Donc cette fois-ci, on a mis un peu le paquet. On a trouvé un graphiste qui a osé, qui nous a permis d'accepter une chose un peu osée pour nous, qui était de mettre un livre sous vide. C'est pour ceux qui l'ont vu, ces affiches. Je sais que vous en avez vu énormément dans le département, parce que le Conseil général du 64 nous a beaucoup aidés sur cette manifestation. On a travaillé avec les départements, mais le 64 a particulièrement été réactif sur la campagne. Et donc, il y en a eu beaucoup dans les abribus, je sais, et ainsi de suite, sur les lignes de TER, et ainsi de suite. Et cette affiche, donc, pour ceux qui l'ont vu, c'est une affiche effectivement rouge, hein, avec les essais de Montaigne sous vide, hein, comme un rôti de porc. Hein. Voilà, avec une étiquette avec un code barre et le prix du livre, etc. Et le slogan dit mon libraire ne vend pas des livres au poids, il donne du poids aux livres. Voilà, donc c'était pour expliquer qu'effectivement on peut aussi trouver les essais de Montaigne sous vide. Ce sont les mêmes, hein. Ils font bien les essais de Montaigne, mais
On les a pas achetés tout à fait de la même façon, et on risque à la fin de peut-être bien plus avoir les essais de Montaigne à l'intérieur du vide quand on va ouvrir le plastique, si on continue comme ça. Donc ça, c'est important. Je crois que cette loi a été vraiment décisive pour la vie du livre dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, qu'il faut soulever immédiatement? Il y a d'abord eu une période très contrastée dans l'histoire du livre en France. Entre 80 et 86, une grosse récession. Entre 90 et 94, à nouveau une grosse récession. Entre-temps, ça s'était un petit peu stabilisé. Et puis de l'an 2000, c'est chaque année plus alarmiste. Hein, les éditeurs disent... alors d'abord, les libraires ont dit on n'y arrive plus, à nouveau, de plus en plus. Les éditeurs ont commencé à dire de plus en plus on n'y arrive plus non plus. Alors, il y a eu plein d'événements, il faudrait tous les retracer, mais on n'aurait jamais le temps. Et puis, je ne suis pas sûr que ça vous passionnerait à ce point-là. Mais ce qui devient grave dans des professions, par exemple sur les libraires, c'est quand on entend... Vous savez qu'on a en Aquitaine la chance d'avoir aussi la plus grosse librairie indépendante d'Europe. C'est Mola à Bordeaux. C'est la plus grosse librairie indépendante d'Europe en fonds, en nombre de livres en magasin et en chiffre d'affaires. Puisqu'avant, il y avait le Furet du Nord qui lui tenait un peu tête, et puis il y avait la librairie Kléber à Strasbourg qui était pas loin, sauf que le Furet du Nord a été racheté, il fait partie d'un groupe maintenant. En l'occurrence, c'est la Fnac qui a racheté le Furet du Nord. Et la librairie Kléber à Strasbourg fait partie du groupe Gallimard. Donc ce ne sont plus des librairies indépendantes. Mola est toujours une librairie indépendante qui est la plus grosse librairie indépendante d'Europe en fond, et vraiment ça c'est important. Une librairie qui garde du fond, il faut avoir les moyens. Et Mola, qui est une librairie qui vend énormément de livres, qui a un chiffre d'affaires quand même assez sympathique, hein. Si tous les libraires de France voudraient bien avoir le chiffre d'affaires de Mola, pourrait très bien, au fond, se passer d'avoir justement du fond. On pourrait très bien dire, moi, après tout, je vends très bien tout ce qui sort, ça marche très bien. Avec les bibliothèques, ils ont un réseau de vente sur les bibliothèques énorme, puisque la loi aussi sur le plafonnement des marchés publics est telle que elle n'a pas du tout parlé du lieu, mais on peut passer par n'importe quel système. Et je vous parlais de la librairie Kléber à Strasbourg, mais la bibliothèque de Strasbourg se fournit chez Mola. C'est étonnant. Quand on est à Strasbourg, qu'on a à sa porte une librairie indépendante comme les Salades Lampédoc, qui est une remarquable librairie indépendante, et qu'on a Kléber, qui est une très grande librairie, enfin vraiment à côté, et qu'on vient faire ses achats chez Mola, c'est qu'effectivement, le plafonnement maximum, c'est 20% pour les bibliothèques. On le trouve chez Mola, c'est-à-dire que Kléber ne doit pas pouvoir faire 20%, et les sandales d'Empédocle, évidemment, pas non plus. Ça veut dire que Mola peut faire 20%, mais effectivement, Mola les fait, parce que 20% sur la quantité de livres que Mola peut passer chaque année, ils arrivent à trouver encore un petit peu de marge. Hein. Je vais vous donner tout à l'heure la décomposition du prix du livre. À mon avis, je pense que vous la connaissez pas bien, et c'est vraiment important. Que vous la voyez et que vous puissiez comprendre un petit peu dans le prix d'un livre qu'est-ce qui va et à qui. Donc dans ces périodes de récession, il s'est passé énormément de choses. Et je dirais que ce qui se passe de plus terrible peut-être aujourd'hui pour le livre, c'est que chacun d'entre eux, chacune des parties du livre, et je ne parle pas des auteurs, parce que les auteurs qui sont à l'origine de tout, de toute façon, ce sont ceux qui s'en sortent le moins bien dans l'histoire, sauf à être des auteurs extrêmement connus, ou d'avoir un grand coup de chance, comme Jonathan Little cette année, qui, à mon avis, a des rentes pour quelques années. Hein. D'ailleurs, il a été naturalisé français aujourd'hui, si vous avez entendu la radio ce matin. Bon, à part des exceptions comme ça, la plupart des auteurs ne vivent pas de leur plume, parfois pour un titre, hein, ça les fait vivre un petit mieux pendant longtemps. Mais il y a quand même assez peu d'écrivains qui vivent de leur livre. Donc on va mettre un petit peu aujourd'hui les auteurs de côté, et on va rester sur les gens qui constituent cette chaîne qui va de l'éditeur à nous, lecteurs. Pour la première fois cette année, Mola a dit qu'il avait fait un chiffre d'affaires inférieur à celui des années précédentes. Or, c'était la seule librairie qui, jusque-là, continuait à dire on est en augmentation chaque année. Cette année, ils ont fait moins que les autres années. Il y a un tassement dans cette librairie-là, qui se donne les moyens de développer chaque année. Donc c'est important. Donc la librairie est en crise, quelle que soit sa taille, j'ai le sentiment aujourd'hui. Mais dans le même temps, on n'a jamais vu autant d'éditeurs en France. Il n'y a jamais eu autant d'éditeurs dans notre pays. En 1997, il y en avait 2622. En 2006, on en a 4032.
plus tous ceux qui ne sont pas, qui ne déclarent pas leurs livres, ou qui déclarent plus ou moins bien leurs livres, ils les déclarent, mais qui ne sont pas inscrits dans les systèmes professionnels du livre. Là, je vous parle d'éditeurs répertoriés au syndicat national de l'édition. Ils sont pas tous, mais et au moins dans les Electre. C'est-à-dire qui envoient leurs livres, qui passent dans le système vous pouvez tous aller voir sur Internet, Electre, sur lequel vous trouverez toutes les parutions, toutes les nouveautés du livre qui sortent. Il y a beaucoup d'éditeurs de petite taille qui ne le font pas encore. Ils ont tort, hein, c'est gratuit, c'est très simple à faire et ils sont répertoriés immédiatement. Et aujourd'hui, et on va certainement en parler aussi, Internet, c'est quand même un moyen tout au moins de catalogage du livre important. Donc, jamais autant d'éditeurs, on n'en a jamais vu autant. Il y a eu en 97 35 000 nouveautés. En 2006, 57 728. C'est quand même incroyable. On avait, pour ce qui relève de la littérature, hein, si vous vous en souvenez bien, il n'y a encore pas si longtemps, on avait une rentrée littéraire. Il y avait 50 titres, 60 titres qui paraissaient au mois de septembre et qui faisaient le fonds de commerce de la librairie sur la littérature pendant des mois, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à l'année suivante. Hein. Il y avait des livres qui sortaient tout le long de l'année, mais c'était pas une espèce de concentration. Aujourd'hui, on a une rentrée littéraire de 650 titres en septembre, et on a une seconde rentrée littéraire de 400 titres, 500 titres en janvier. Donc les livres, aujourd'hui, ont une existence de plus en plus courte sur les tables des libraires. C'est évident, puisque les libraires sont submergés de livres qui arrivent chez les éditeurs, et que les libraires, ils ont beau faire, sauf à avoir des fortunes considérables, ils ont des surfaces de tables et d'étagères qui ne sont pas extensibles. Donc les livres se remplacent très vite les uns les autres. Donc après, il y a les libraires qui ont un peu plus de place, vont garder plus ou moins des choses qui se gardent un peu plus longtemps. Et c'est quand même très compliqué. Avec autant de nouveautés dans une année, personne ne peut suivre. Et je vous parle que de la littérature. Dans une librairie, il n'y a pas que de la littérature. Il y a des sciences humaines, il y a des livres scolaires, il y a du livre pratique, il y a du livre... enfin, il y a tout ce qu'on voudra. Livre universitaire, voilà. Donc c'est assez paradoxal. Tout ça fait que ça devient de plus en plus compliqué. Au point qu'on en arrive à des paradoxes qui sont que on se demande quand va nous tomber cette terrible chose qui est arrivée déjà dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre. L'Angleterre aujourd'hui, où les éditeurs sont devenus tellement gigantesques qu'ils ont absorbé pratiquement toutes les maisons d'édition de petite taille qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pratiquement plus d'éditeurs indépendants en Angleterre. Ils sont quasiment tous, pour ceux qui étaient indépendants, absorbés petit à petit par les grandes structures, ce qui est en train de se faire en France petit à petit, mais avec moins il y a quand même plus de résistance parce qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs. Sans doute, il y avait beaucoup moins d'éditeurs en Angleterre. Mais surtout, ces éditeurs anglais, qui sont donc des grosses concentrations, ont très vite suivi le modèle américain, dont je ne vous parle même pas, qui s'est emparé, et les éditeurs anglais se sont emparés des librairies, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des librairies. Aujourd'hui, à Londres, pour ceux qui auront l'occasion d'aller prochainement à Londres, ou pas prochainement d'ailleurs, mais quand même allez-y vite, on ne sait jamais, il y reste à Londres un libraire indépendant. Un seul. Il y a à peu près une 60aine de librairies à Londres. Elles appartiennent toutes à des groupes. Elles appartiennent toutes à des groupes d'édition. Il n'y a plus qu'un seul libraire indépendant, j'ai oublié le nom, c'est un écrivain par ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui résiste depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a 45 ans, qui est devenu libraire parce qu'il écrivait des livres et qu'il trouvait que c'était bien de vendre ceux des autres aussi, ceux qu'il aimait, et il continue à être là, il continue à bien vendre ses livres et les livres des autres, sa librairie marche bien, on l'a fait venir il n'y a pas très longtemps parler de la librairie à nos libraires aquitains qui se plaignaient, ils se plaignaient plus du tout à la fin de la réunion, qu'ils n'osaient plus tout au moins. Mais aujourd'hui, en Angleterre, et il faut espérer qu'on n'arrivera pas à cette situation en France avant longtemps, je crains qu'on y arrive un jour, j'espère qu'on y arrivera le plus tard possible, puis mon optimisme forcené aujourd'hui va me laisser supposer qu'on n'y arrivera pas, que ça n'arrivera jamais ici, qu'on va arriver à échapper à ça. Aujourd'hui, les tables des libraires sont payantes, c'est-à-dire que si je suis éditeur et que je veux que mon livre soit sur la table du libraire, j'achète la partie de la table du libraire sur laquelle je veux que le livre soit. Sinon, mon livre ne sera jamais sur une table. Mais comme toutes les librairies appartiennent à des groupes d'édition, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue en permanence, parce qu'il y a 5 grands groupes qui se partagent le gâteau et qui se payent les tables les uns les autres.
pour se mettre les livres. Ça devient complètement aberrant. Alors, dans le même temps, les libraires, ces groupes se disent, tout ce qui est littérature un peu pointue, de toute façon, on ne le vend pas assez. Donc les tirages sont de plus en plus bas. Ces livres-là ne sont quasiment jamais sur table dans les librairies, ils vont directement dans le rayon. Et puis il n'y a plus que ce libraire indépendant qui, lui, les met sur table, parce que à Londres, il y a quand même encore des librairies indépendantes en Angleterre, hein, dans les autres villes, mais qui continuent à vendre ces livres-là sur table. J'espère qu'on ne va pas en arriver là un jour en France, parce que vraiment, ça sera grave. Hein. On n'aura plus, surtout on aura une standardisation effarante des livres. Alors en France, on n'en est pas encore là, tout simplement parce que, pour le moment, cette surproduction de titres a amené une chose assez étonnante, qui est la mainmise de la table chez le libraire. Comment vous expliquez ça? Là où avant, on va prendre un bel exemple, très simple, parce que ça reste quand même un bon éditeur, alors autant rester là, Gallimard. Gallimard publie de très bons livres, hein, et puis il publie des livres moins bons, comme tous les éditeurs. Hein. L'éditeur qui publierait des merveilles tous les jours, ça n'existe pas, c'est un vœu pieux. Il ne faut pas rêver, ce sont des commerçants aussi, il faut qu'ils gagnent de l'argent, donc il faut bien qu'ils aient des livres qui se vendent, des livres qui se vendent un petit peu moins, et ainsi de suite. Mais la technique Gallimard aujourd'hui, qui est la même pour tout le monde, mais qui est aussi celle de Gallimard, ils ont mis longtemps avant d'y arriver, mais ils y sont arrivés, c'est de dire, ce mois-ci, j'ai 3 livres dont il faut absolument qu'ils se vendent, parce qu'ils sont des livres d'auteurs un peu repérés, on va en vendre, les commerciaux leur disent, on va en vendre 3000 le premier mois, de chaque. Et aussitôt, les commerciaux leur disent, ce qui serait merveilleux, c'est si on pouvait en vendre 5000 le premier mois. Pour pouvoir en vendre 5000 le premier mois, il faut qu'ils soient très très mis en avant. Pour pouvoir être mis en avant, il faut qu'ils puissent faire table. Sauf que si vous envoyez 50 exemplaires du dernier livre de Le Clésio, j'ai pris à dessein un bon écrivain, il n'y a pas de souci comme ça. On est à peu près sûr de ne pas se faire disputer ni les uns ni les autres, Le Clésio, le libraire ne peut pas décemment mettre une table entière de Le Clésio, c'est pas possible. Donc Gallimard va essaimer autour des livres dont il sait parfaitement qu'ils ne vont pas bien se vendre, qu'ils auraient peut-être refusé même il y a quelques années, qu'ils n'auraient pas édité, mais qu'ils éditent quand même à tout petit tirage, parce que de toute façon, aujourd'hui, fabriquer des livres, ça coûte pas très cher. Et surtout avec le numérique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres chez Gallimard qui sont fabriqués en numérique, et qui vont permettre à Gallimard de dire, vous voyez, on a de quoi tenir une table, on a de quoi vous prendre une table chez tel libraire. Parce qu'on a 15 titres ce mois-ci. Et on mettra en pile au milieu le Clésio, je veux dire n'importe quoi, hein, et Dupont, et puis autour, il y aura tous les autres qui vont se vendre, peut-être. Voilà. Parce que dans le même temps, quand je vous disais tout à l'heure 57 728 nouveautés en 2006, le tirage moyen de ces livres-là a terriblement baissé. C'est-à-dire que, je disais la semaine dernière, un premier roman, il y a 10 ans, était tiré à 2000 exemplaires. Voilà. Et les commerciaux essayaient d'en mettre 1200 en place dans les librairies, et puis étaient contents s'ils en vendaient 700. Voilà. Aujourd'hui, un premier roman est tiré à 700 exemplaires. Donc ils en mettent 500 en place, et ils sont contents s'ils en vendent 200. Ça veut dire que c'est la quantité qui compte, mais plus du tout la quantité par titre, mais la quantité par la multiplication infernale des titres. Mais plus on est sur cette multiplication infernale de nouveautés, moins on permet au lecteur de s'y retrouver. J'imagine que vous avez tous fait cette constatation. Quand vous allez dans une librairie, aujourd'hui, vous faites comment? Enfin, moi qui suis quelqu'un qui vit dans le livre à peu près tout jour et nuit, j'ai de plus en plus de mal à m'y retrouver. Je lis la presse, j'écoute la radio, je connais le milieu de l'édition assez bien, donc je sais à peu près ce qui sort. Mais ne serait-ce qu'en Aquitaine, où on a à peu près 180 éditeurs, où j'ai chaque mois autour de 300 nouveautés qui paraissent sur le territoire, ici, et qui sont pour l'essentiel d'excellents ouvrages. Comment faire pour que déjà on puisse dire aux Aquitains, ne serait-ce qu'aux Aquitains, comment retrouvez-vous-y dans ce qui paraît en Aquitaine? Je suis certain que si je vous interroge individuellement, la plupart d'entre vous ne connaissent pas plus de 2 ou 3 éditeurs aquitains. S'il y en a un parmi vous qui en connaît plus, je me paye à déjeuner, je crois. Mais bon, pas toi, Bernard. Oui,
Il y a Toulouse aussi. Mais moi, je vous parle de l'Aquitaine, je suis sur l'Aquitaine. Ici, on peut jouer aussi. Oui, vous pouvez jouer sur les deux. Oui. Sur les deux. Voilà. J'ai un éditeur d'ailleurs qui vient de changer bêtement, enfin bêtement, tout est relatif. Il a raison, non mais il n'a pas fait exprès, surtout il n'a pas réalisé du tout. Il y a un éditeur merveilleux en Aquitaine qui s'appelle La Barbacane, à Bonaguil, dans le Lot-et-Garonne. C'est Max Pons, c'est un vieux monsieur tout à fait épatant qui a publié les plus grands poètes depuis la fin de la guerre. Il a publié Le Aragon, il a publié Pierre-Albert Biraud, il a publié un catalogue merveilleux, petit tirage de choses très belles. La poésie, ça se vend pas très bien, mais il fait un très beau catalogue. On lui donne, le conseil régional d'Aquitaine lui donne depuis des années, chaque année, une petite rente pour qu'il puisse mieux faire ses livres. Et il les fait mieux. Il a déménagé il y a quelques années, il a pris sa retraite. Il est parti habiter de l'autre côté. Il est allé habiter dans le 46, c'est-à-dire en Midi-Pyrénées. Et il avait gardé son adresse postale dans le 47. Cette année, il s'est dit, oh là là, il faut que je paye une boîte postale depuis 3 ans maintenant ou 4 pour rien. Je vais mettre ma domiciliation dans le 46. La région a refusé de lui verser la subvention. Et oui, il est plus en Aquitaine. Donc, il a demandé en Midi-Pyrénées, mais on lui dit, mais vous êtes un nouvel éditeur, on vous connaît pas. Donc, on a supplié, je suis allé le voir il y a 10 jours avec une chargée de mission économie du livre, parce que moi je m'occupe plus de l'économie du livre dans ma structure, je m'occupe de la vie littéraire, c'est tout à fait la même chose, mais j'ai une chargée de mission économie du livre qui s'occupe des libraires et des éditeurs, justement. On est allé le voir ensemble. Vous voyez, Max, il faut que vous repreniez une boîte postale, enfin c'est pas possible. Parce que vous allez attendre 10 ans maintenant, Midi-Pyrénées, avant qu'il vous redonne quelque chose. Et à l'âge qu'il a, je ne suis pas sûr qu'il fasse encore des livres dans 10 ans. Je lui souhaite, parce que sa présence est importante, mais donc vous voyez, tout est compliqué. Il faut penser à tous nos systèmes et il faut tout le temps faire front pour qu'on puisse s'y retrouver. Or, les métiers de l'édition se sont terriblement diversifiés. Le circuit de diffusion et de distribution du livre s'est terriblement diversifié au point qu'aujourd'hui, il faut être franchement, parlez-en à votre libraire, il faut avoir une mémoire absolument gigantesque pour, lorsqu'un client vient vous voir, en vous demandant le livre qui s'appelle comme ça, de tel auteur, chez tel éditeur, pour savoir tout de suite, alors sauf si l'éditeur évidemment est très connu, hein, si vous demandez un livre de chez Hachette ou de chez Gallimard, on va pouvoir vous le commander aisément. Si vous demandez un livre du Temps qu'il fait, qui est un remarquable éditeur de littérature qui vit à Cognac, qui a un catalogue de littérature contemporaine remarquable je sais pas, de 1200 titres. Si vous demandez un titre de Finitude, qui est un éditeur à Bordeaux, qui fait surtout de la réédition d'auteurs des années 50-60, qui a des articles partout dans la presse, mais qui néanmoins est moins connu évidemment que les autres. Si vous demandez un titre des éditions Climat du côté de Montpellier, ainsi de suite, avec de très bons livres, le libraire ne connaît pas. Il connaîtra peut-être l'éditeur, mais il va mettre un temps fou pour se connecter entre... Alors l'auteur, d'abord souvent on ne connaît même pas l'éditeur, donc l'auteur est chez quel éditeur, l'éditeur est diffusé par qui, distribué par qui, chez qui je vais trouver ce livre. Parce que c'est bien joli de savoir que le livre est publié par Climat, encore faut-il savoir qui vend les livres de Climat aux libraires. Puisque aujourd'hui on est devant un phénomène qui complique terriblement la vie des libraires, il faut le comprendre. Même si on peut le regretter. On peut regretter que les libraires s'en plaignent. Je suis de tous les côtés, moi, dans mon métier. Je suis obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et je finis par l'être parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils ont raison tous. Climat, en l'occurrence, doit être diffusé par les Belles Lettres, mais j'en suis pas très sûr. Distribué par les Belles Lettres, mais j'en suis pas très sûr, mais je suis pas libraire. Mais le libraire de Pau, peut-être Climat, d'abord, il n'en a pas entendu parler, parce qu'il n'a jamais eu de livre de Climat dans la librairie, peut-être. 2, donc le temps qu'il trouve Climat, et qui trouve que c'est les Belles Lettres qui diffusent Climat, puis qui commande le livre aux Belles Lettres, alors que ça va être la seule commande qu'il va faire pour les Belles Lettres cette semaine. Donc il va se prendre sur la remise que les Belles Lettres vont lui faire sur le prix du livre qu'il va vous vendre, les frais de port, puisque qu'est-ce que vont faire les Belles Lettres? Ils vont envoyer un exemplaire du livre à votre libraire, ils vont pas les envoyer pour les beaux yeux du libraire, ils vont donc lui faire payer le port. Port qui parfois va être supérieur à la marge que le libraire va faire sur la vente du livre. Donc c'est terrible. Donc je comprends le métier du libraire au bout qui dit mais comment je peux faire? Donc je comprends aussi, je ne le comprends pas d'un point de vue client. Quand je suis client et qu'on me dit le livre, j'arrive pas à me le procurer, je suis très énervé parce que je sais, parce que là où je suis, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Je sais que le libraire ne l'a pas commandé finalement. Donc la tentation
La tentation est où? Puisqu'on parle des NTIC depuis tout à l'heure avec les camarades du fond. La tentation est quoi aujourd'hui? Si j'ai une petite connexion Internet à disposition dans le secteur, je vais essayer de trouver mon livre sur Internet. Alors je vais le commander à Amazon, je vais le commander à je ne sais qui, je vais le commander, voire le commander directement à Climac, à un site Internet, et qui va se faire un plaisir de me l'envoyer. Sauf que toutes ces ventes-là, tous ces livres que je vais acheter comme ça, eh bien c'est pas les libraires qui vont les vendre. Et donc la loi Lang, dont je vous parlais depuis le début, qui permet que tous les livres soient au même prix partout, à 5%, plus ou moins 5%, elle va finir par plus servir à rien, puisque de toute façon, on va tous se fournir sur Internet. Donc il faut essayer d'être vigilant. Je racontais la semaine dernière à deux jeunes étudiants de lettres qu'il y a quelques années, il y avait encore en France, rappelez-vous-en, énormément de disquaires. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Si vous voulez, je ne sais pas comment vous faites à Pau pour aller acheter vos disques. Moi, à Bordeaux, c'est très simple. Il me reste pour acheter mes disques la Fnac, le Virgin, les grandes surfaces qui ont évidemment pas grand-chose, les grandes surfaces généralistes qui font un peu de tout, Auchan, je sais pas, machin, etc. Et puis un magasin Harmonia Mundi. C'est-à-dire qu'il ne vend que de l'Harmonia Mundi ou à peu près. Bon. Et puis la librairie Mola, qui a un petit rayon de disques, qui a à peu près, qui a un peu de tout, mais en très petite quantité. C'est un tout petit rayon. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de disquaire indépendant. Et donc il y a énormément de disques que je n'arriverai pas à me procurer, si ce n'est sur Internet, si ce n'est dans des conditions assez particulières. Je pense à un label bordelais tout à fait intéressant qui s'appelle Amor Fati. Amor Fati fait des disques merveilleux. Pour les trouver, il faut les commander à Amor Fati. Même si on arrive à les trouver dans les Fnac. Bon, aujourd'hui quand même. Mais c'est très compliqué. Or, cette situation, dans les structures du livre en France qui ont été créées par les lois de la décentralisation, et toujours par Jack Lang, donc c'est 83, les structures du livre à peu près, la création, on essaye depuis le début de faire en sorte que la situation des disquaires n'arrive pas aux libraires. Alors, on nous répond régulièrement qu'on ne fait que repousser l'échéance. Ne ferait-on que repousser l'échéance, que je crois qu'il faut le faire. J'espère que, décidément, je suis très optimiste en ce moment, j'espère bien que nous n'allons pas que repousser l'échéance et qu'on va continuer à le faire. En même temps, nous ne pourrons pas. Les pouvoirs publics, les politiques sont ce qu'ils sont. Je veux dire, il faut d'abord expliquer à un conseil régional. Moi, je travaille pour un conseil régional. Je suis une association, mais les budgets, je les ai par le conseil régional. Donc, il faut que j'explique à mes élus que je peux tenir les libraires la tête hors de l'eau. Sauf que si les conseillers régionaux, dans leur lieu d'ancrage, ont le sentiment que les libraires, on leur tient la tête hors de l'eau, mais qu'eux-mêmes, ils ne donnent pas vraiment régulièrement des coups de talon pour remonter un petit peu plus, ils vont nous dire, laissez-les couler. Si on laisse couler les libraires, on va laisser couler les éditeurs. Si on laisse couler les éditeurs, on va laisser couler les auteurs. Si on laisse couler les auteurs, les libraires et les éditeurs, on va laisser couler les bibliothèques, on va laisser couler les lecteurs, et on va tous lire les mêmes livres, à la fin. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est le rêve d'une société merveilleuse où on lira tous les mêmes livres tous les jours. Quant à moi, je n'y tiens pas. Donc je me battrai jusqu'au bout pour que ça n'arrive pas. Mais bon, toute cette situation a fait que depuis des années, ce monde est de plus en plus compliqué. Alors, néanmoins, je disais en préambule tout à l'heure, la radio n'a pas tué le livre, la télévision n'a pas tué le livre, le cinéma non plus. Le cinéma aussi devait tuer le livre. Je me souviens très bien, mon grand-père me disait toujours ça. Tu verras, on ne lira plus de livres parce que le cinéma, c'est fini, les gens vont au cinéma. Bon. Les gens vont plutôt moins au cinéma qu'avant, d'ailleurs, aussi, paradoxalement, etc. Il y a eu un autre élément important dans l'histoire du livre, qui est cette loi, je ne sais pas si c'est d'ailleurs si on dit que c'est une loi, qui est cette chose qu'a fait Michel Rocard lors de son gouvernement, donc si je ne dis pas de conneries, c'est 89, quand il a fait passer la TVA sur le livre à 5,5%. Jusque-là, elle était à 26, et elle est passée à 5,5%. Ça change drôlement la donne, 5,5%. Quand on est dans le circuit de diffusion-distribution du livre, puisque faire des livres est une chose, mais arriver à les amener jusqu'à nous, on est une autre. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous savez bien comment les livres arrivent jusqu'à nous, mais c'est intéressant. Quand j'étais petit, je croyais que les livres arrivaient directement de chez l'auteur. Moi, je croyais que les auteurs écrivaient leurs livres, je ne sais pas comment, ils les imprimaient, globalement, eux-mêmes. Et puis, par un miracle merveilleux du style du Père Noël, un truc comme ça, ils arrivaient chez le libraire. Je suis resté assez longtemps dans cette croyance, et sans doute pour ça que quand j'ai grandi, j'ai appris le métier d'imprimeur
quand j'ai compris qu'il fallait apprendre, il fallait être un peu imprimeur pour faire les livres, et que je suis aussi devenu éditeur. J'ai travaillé longtemps aux éditions Segers, qui est un département de Robert Laffont à Paris, et puis j'avais monté une maison d'édition à moi. Mais la seule chose qui m'a toujours déprimé dans l'édition, c'est qu'il fallait les vendre, les livres. Et moi, je suis pas du tout un commerçant, je sais pas faire. Et à l'époque, c'était très compliqué, donc j'ai tenu 15 ans comme ça, et puis à la fin, mon banquier m'a dit que ça suffisait, donc j'ai arrêté. Voilà. Mais donc aujourd'hui, je m'occupe des livres des autres, et comme ça, c'est eux qui les vendent, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Pourquoi je vais vous expliquer un petit peu cette chaîne, parce qu'elle est importante, et puis je vais vous donner quelques chiffres sur justement ce que vous donnez et à qui quand vous achetez un livre, parce que c'est important. Quand un éditeur décide de faire le livre d'un auteur, ou ce qui est a priori la chose la plus courante, encore qu'aujourd'hui ça soit de moins en moins vrai, puisque de plus en plus de livres paraissent, parce que les éditeurs les ont commandés à des auteurs. Bon. Mais néanmoins, le circuit traditionnel du « j'écris mon manuscrit, personne ne m'a rien demandé chez moi, je l'envoie par la poste à un éditeur, il y en a un merveilleux qui le lit et qui le publie », ça reste quand même pour la littérature tout au moins la règle. Essentielle. Bon, heureusement. L'éditeur va publier le livre, c'est-à-dire publier un livre, c'est décider de le faire, c'est ensuite trouver une forme, lui donner une forme graphique. Il va y avoir des graphistes qui vont passer, qui vont le préparer, qui vont lui donner l'aspect que qu'il va avoir quand vous allez le trouver sur la table de votre libraire pour pouvoir l'emmener chez vous. De préférence, un truc un peu correct, bien fichu et pratique à lire. Bon. C'est pas un très bon exemple que j'ai entre les mains, les livres d'Actes Sud n'étant pas les plus pratiques à lire du monde. Mais c'est de ce livre dont je veux vous lire quelque chose dans le livre si j'en ai le temps, tout à l'heure. Le livre à faire en soi, c'est pas très compliqué. Ça coûte pas une fortune. J'ai envie de dire que globalement, l'essentiel d'entre nous, on est capable de devenir éditeur dans cette salle. On doit avoir, si on arrive à mettre 50 € de côté par mois, à la fin de l'année, on fera un livre. Pas un gros, pas avec un gros tirage, mais on y arrivera. Bon, c'est pas cher de faire des livres, ça coûte pas très cher. Les imprimeurs, ça coûte pas une fortune. Fabriquer des livres, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, mais encore après que l'éditeur l'ait fait, encore faut-il qu'il le vende, parce que faire des livres et les garder dans sa cave, c'est très très mignon. Au bout d'un moment, c'est très très stressant. Franchement, c'est pas du tout agréable. Et puis surtout, les auteurs vous disent mais pourquoi tu ne vends pas mon livre? C'est incroyable. Je suis allé chez le libraire du coin, il n'y était pas. Je suis allé, ma mère m'a dit que mon boulanger à qui j'ai parlé de mon livre n'a pas trouvé. Donc quand l'auteur commence à vous dire ça, ça devient embêtant. Et si vous voulez être éditeur, il suffit pas de fabriquer des livres. Il faut les vendre. Ça fait partie du métier. Donc, pour les vendre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller les porter chez les libraires. Pour les porter chez les libraires, qui, nous l'avons vu tout à l'heure, sont submergés de nouveautés sans cesse, il faut, si en plus vous êtes un éditeur indépendant qui débute, vous imaginez l'embarras. Enfin, grosso modo, ils veulent tout savoir de vous, sauf prendre vos livres. Donc, il faut trouver le moyen d'y aller. Faire toutes les librairies quand on est un éditeur indépendant, ça paraît pas possible. Ou alors on va se dépenser tellement d'argent à être sur la route, à payer des chambres d'hôtel, des repas, des kilométrages, d'user les voitures pour des ventes dont on n'est jamais sûr, qu'on ne va pas s'en sortir. Donc le système le plus simple, c'est de passer par un diffuseur. Quand je dis que le système le plus simple, c'est de passer par un diffuseur, je viens de dire une énorme bêtise, puisque pour trouver un diffuseur, c'est une histoire de fou. Puisque le diffuseur va vous dire par principe, mais attends, là, c'est très bien ce que vous faites des livres, nous on est très contents, ils sont très beaux, vous nous dites que ce qu'il y a à l'intérieur est bien, on vous croit. Mais on n'a pas de demande pour ces livres-là, et puis en plus, on ne va pas en vendre. Et puis est-ce que vous êtes sûr que vous allez en faire d'autres livres derrière? Donc pour commencer, il faudrait avoir un diffuseur tout de suite. Or quand on commence, par nature, les diffuseurs sont méfiants et ne veulent pas prendre des livres des gens qui commencent. Donc, c'est compliqué. Si on est déjà un éditeur repéré, qui a bien fait son travail, donc je ne sais pas très bien comment on y est arrivé, mais on y est arrivé, là, les diffuseurs, il n'y a aucun problème. Grosso modo, vous allez chez celui que vous voulez. C'est même eux qui viennent vous chercher quand ils commencent à s'apercevoir que ça marche bien. Donc, le diffuseur, c'est celui qui va chez les libraires pour les persuader que le livre que vous avez publié est le meilleur livre du monde et qu'il faut absolument qu'il l'ait. Admettons que vous ayez ce diffuseur. Vous l'avez trouvé après des périodes merveilleuses. Vous avez un diffuseur. Il vous a pris ses livres, il a réussi à faire des notés chez des libraires. Il faut que les livres arrivent chez les libraires. Quand le diffuseur passe chez le libraire, c'est 2 à 3 mois avant que le livre sorte. Vous avez perdu de vue complètement ce truc-là entre-temps.
Donc, pour que le livre arrive chez vous un jour, il faut qu'il y ait un autre personnage dans la chaîne qui s'appelle le distributeur. Alors, le distributeur, lui, c'est quelqu'un qui a des hangars dans lesquels il entrepose les livres que vous éditez. Un distributeur, évidemment, représente plusieurs éditeurs, comme un diffuseur représente en général plusieurs éditeurs. Il range ses livres sur des étagères. Il commence à vous prendre de l'argent tout de suite quand vous êtes éditeur, parce que ranger des livres sur des étagères et les garder, ça coûte. Puisque par nature, l'étagère, le linéaire d'étagère, il faut qu'il soit rentabilisé, il faut qu'il soit rentable pour le distributeur. Sinon, lui aussi, il va couler. Donc, vous avez intérêt à sans cesse, quand vous êtes éditeur, gérer l'équilibre entre ce que vous avez sur les étagères et ce que vous allez vendre. Il faut qu'il y ait toujours du livre, il faut qu'il y ait toujours des exemplaires de tous vos titres sur les étagères, mais pas trop, parce que ça va vous coûter de l'argent. Mais il ne faut pas qu'il en manque non plus, parce que ça vous coûtera encore plus d'argent, puisqu'il faudra qu'à toute vitesse, vous réassortissiez votre distributeur qui vous dira, mais comment c'est possible? On m'a fait une commande de 50 exemplaires, j'en ai plus que 20. C'est pas possible, on est en train de rater des ventes. Donc, il faut vite répondre. Donc, c'est tout un art d'arriver à faire ça. Ce distributeur, lui, donc, il répond aux commandes des factures que le diffuseur lui a passées. Il répond aussi aux commandes que le libraire lui fait chaque soir quand il a vendu les livres. J'ai vendu tous mes livres aujourd'hui, ou j'en ai vendu 3 sur 4, il m'en reste plus qu'un, je suis un bon libraire, je suppose que je vais encore en vendre 2, j'en recommande un. Bon. Donc le distributeur a tous ses livres, il essaye de faire des paquets avec tous les éditeurs qu'il a, réunissant plusieurs éditeurs pour pouvoir faire un seul paquet, ça coûtera moins cher que d'en faire 35 petits, et il vous envoie ses livres avec une facture que vous devez lui régler. Si vous êtes un nouveau libraire ou un libraire avec lequel il n'a pas l'habitude de travailler à 30 jours fin de mois, si vous êtes un libraire avec lequel il a l'habitude de travailler et qui a eu parfois des accidents de paiement, il vous le fera à 60 jours, fin de mois. Et si vous êtes un libraire avec lequel il a l'habitude de travailler, pour lequel il n'y a aucun problème, il vous le fera à 90 jours, fin de mois. Bon. Sauf qu'entre-temps, vous allez, l'éditeur, donc, le livre est enfin arrivé sur les tables. Et puis donc, nous arrivons dans ces librairies, on voit toutes ces nouveautés et on se dit, bon, on va en acheter. Et puis parfois, il y en a certains qu'on n'achète pas, qui se vendent très mal. Et puis il y en a certains qui se vendent pas très mal, mais qui se vendent pas très bien. Voilà. Donc les libraires ont cette particularité, ça peut hérisser tout le monde. C'est comme ça, je ne sais pas si vous le savez, la librairie est la profession, la seule profession en France qui a cette particularité. Le libraire, à 90 jours, après que le livre soit arrivé chez lui, et pour certains éditeurs, il a retour illimité, ce qu'on appelle retour illimité, c'est-à-dire qu'il a un certain temps, tout au moins, pour renvoyer les livres qu'il n'a pas vendus. Un épicier, je prends toujours cet exemple, un épicier, quand il achète des petits pois chez Casgrain, pour ne pas faire de publicité, s'il les vend pas, il les mange. Parce que Casgrain lui reprend pas. Donc, voilà. Un éditeur, un libraire, s'il n'a pas vendu les livres que l'éditeur lui a envoyés, il peut les renvoyer. C'est là que ça se complique, ce métier. Ça se complique pour l'éditeur. Ça se complique aussi pour le libraire, parce que je suis pas en train de vous faire un mauvais portrait des libraires. Hein. Le libraire, lui, faire ces retours-là, ça l'amuse pas non plus du tout, parce que c'est de la manutention permanente, c'est des trucs qui lui rapportent rien, qui lui coûtent à la limite tout le temps, puisque c'est du temps perdu, c'est de la gestion compliquée, etc. Alors, globalement, le retour, un bon éditeur, c'est un éditeur qui n'a pas de retour. Un bon libraire, c'est un libraire qui fait pas de retour. Alors, c'est là où ça se complique. L'éditeur doit trouver non seulement un diffuseur qui va lui diffuser ses livres en librairie, mais un diffuseur qui va parfaitement comprendre son catalogue, qui va le comprendre suffisamment bien, qu'il va mettre en place dans les librairies les livres qui sont susceptibles d'être vendus à quelques exemplaires près. Ni trop, ni moins. C'est-à-dire que si je peux vendre 10 exemplaires de tel genre de livre, il ne sert à rien de m'en mettre 50. Mais c'est pas bien de m'en mettre 2 non plus. Il faut essayer de m'en mettre 10. Ce qui n'est pas du tout évident. Or, nous sommes face à des professions qui ont toutes des intérêts communs et des intérêts antinomiques. Le diffuseur, lui, il est payé sur ce qu'il vend. Et non pas sur ce qui va retourner. Ce qui retourne, ce que le libraire va lui retourner, il s'en fiche complètement. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est en vendre le plus. Donc, si on est chez un diffuseur avec qui on ne se comprend pas bien,
ou qui va pas être qui va pas être le diffuseur qu'il nous faut. Au fond, quand on est éditeur, eh ben, ce diffuseur va en mettre 50 de livres dont il sait parfaitement que le libraire n'en vendra que 10, mais lui, il est payé sur 50, et le libraire en enverra 40, et l'éditeur en touchera 10, et il en perdra 40, puisque faire revenir les livres de chez le libraire à chez le distributeur va lui coûter de l'argent. Envoyer les livres du distributeur à la librairie et de la librairie au distributeur coûte dans tous les cas. C'est-à-dire que celui qui gagne de l'argent, on dit toujours, c'est une vieille histoire dans l'édition, on dit toujours que dans la diffusion du livre, celui qui gagne le plus d'argent, c'est le routier. C'est le type qui a les camions au milieu et qui fait les va-et-vient avec des camions toujours pleins, quoi. On a des méventes comme ça dans l'histoire de l'édition assez somptueuse. Il y a des méventes souvent. Il va y en avoir de splendides cette année, par exemple. Les années de présidentielle. C'est un véritable bonheur, les méventes dans l'édition, les années de présidentielle, parce que vous avez remarqué ça, hein, en ce moment, il y a des tables présidentielles partout. Tout le monde sort des livres sur tous les candidats. Il y en a 25 qui sortent sur chaque candidat. Quand c'est pas les candidats eux-mêmes qui en sortent, enfin, ainsi de suite, il y en a plein. Sauf qu'à un moment, les présidentielles vont avoir lieu. Et que tous ces livres-là, et là on assiste à des choses merveilleuses qui ont commencé en 74. C'est en 74 que c'est arrivé pour la première fois dans l'édition. C'est assez rigolo. Je ne vous dirai pas de quel livre il s'agissait, ou je vous le dirai en aparté, parce que là c'est enregistré, donc je vais avoir un procès. Mais un candidat avait publié un livre, et ce livre ne s'est pas vendu du tout comme l'éditeur l'espérait. Mais alors pas du tout. Et pourtant, le candidat s'en est plutôt bien sorti. Et le livre, l'éditeur avait été une telle mévente que les libraires, évidemment, les élections passées, ont commencé à retourner le livre. Au bout de 2 jours de retour chez le distributeur téléphonait à l'éditeur en disant « Écoutez, il faut faire quelque chose, parce que là, on a des centaines de colis par jour, on n'y arrive plus, quoi. D'abord, ça nous coûte une fortune, on peut plus gérer le zinzin, il faut trouver un système. » Et l'éditeur, qui était Plomb, a téléphoné à tous les libraires de France et de Navarre en leur disant, fax, machin, etc., ne renvoyez que les couvertures. Et pour la première fois dans l'histoire de l'édition, on a eu, pour prouver que les livres n'étaient pas vendus, les libraires ont renvoyé que les couvertures. Ça coûtait rien de renvoyer les couvertures, pas cher, c'est pas lourd. Donc moi je me souviens que j'ai appris ça tout simplement parce que je suis arrivé chez mon libraire un jour, un petit libraire à Bordeaux qui était à l'Ébène-Némésis rue de Gracie. Et les libraires, que je connaissais bien, étaient en train d'arracher les couvertures, et donc jeter des livres d'un côté et les couvertures de l'autre. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Et donc ils m'ont expliqué l'histoire. C'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de l'édition. Hélas, depuis, ça arrive tout le temps, quoi. Aujourd'hui, ils le savent, ils renvoient même plus les livres. Ils se débrouillent pour les pilonner de leur côté, et ils ne renvoient que les couvertures. Et donc le distributeur compte les couvertures pour défalquer les livres aux éditeurs, puisque là, ces livres n'ont plus aucune chance de revenir dans le circuit. Parce que les livres en bon état qui sont retournés chez le distributeur, après tout, ils peuvent retourner dans le circuit s'ils sont corrects, propres, ils n'ont pas été abîmés, etc. Donc là, je dois vous faire le petit schéma du prix pour que vous compreniez bien. Quand vous achetez un livre chez un éditeur, chez un libraire, sur le prix de ce livre, vous commencez par payer 5% et demi du prix du livre, c'est la TVA. Hein. Donc ça, c'est ce que l'État touche pour que vous puissiez acheter ce livre. Voilà. Ensuite, il y a le distributeur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le diffuseur, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui va dans les librairies pour persuader les libraires d'acheter vos livres, etc. Qui prend, lui, plus ou moins, donc on va faire un taux moyen, 10%. Donc ça, c'est le distributeur. Le diffuseur, pardon. Décidément, merci. Bon, mais c'est pas grave, ça aurait pu être pareil. Ensuite, pour 10%, vous avez le distributeur. Donc, vous voyez, on aurait pu... Bon. Pour l'ordre des choses, il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Sauf que tout à l'heure, je vous le disais, si c'est sur celui-ci, c'est sur ce poste-là que les retours éventuels se font. J'ai envoyé trop de livres. Le diffuseur a noté trop de... Je vais vous l'écrire correctement. Hein. Le diffuseur a mis trop de livres en place. Le distributeur a envoyé des exemplaires. Donc ça arrive. Hein. Ici, ils vont chez le libraire. Hein, avec le camion. Sauf que le camion, il fait dans les deux sens. Donc si j'ai envoyé 20 livres et que le libraire en renvoie 8,
La distribution me coûte plus 10%, mais 18%, puisque ça, je reprends à chaque fois que ça passe dans l'autre sens. Donc là, le poste peut augmenter terriblement. Donc c'est pourquoi il faut essayer de gérer les retours le plus possible et de ne pas en avoir. C'est vraiment une chose, mais nette. D'ailleurs, les libraires, franchement, ne le font pas gaieté de cœur. Ils ne renvoient pas des livres de gaieté de cœur. Ils peuvent renvoyer des livres de gaieté de cœur parce qu'il y a une chose merveilleuse dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'office. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors l'office, c'est encore une autre histoire. La plupart des éditeurs indépendants n'ont pas d'office. Mais les grosses maisons d'édition, Gallimard, Hachette, Grasset, Flammarion, ce que vous voudrez, enfin tous les grands éditeurs, Nathan, etc., ont des systèmes d'office avec les libraires. Ça leur permet, donc, ça n'empêche pas le diffuseur. Hein. Le diffuseur passe, il a des nouveautés, des livres qu'il faut absolument mettre en avant chez les libraires, il va les présenter aux libraires, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle l'office, c'est-à-dire tout ce qui, grosso modo, sort, bon an, mal an, chez cet éditeur, et sur lequel le libraire s'est engagé pour avoir la paix, pour être tranquille aussi, pour être sûr d'avoir les livres aussi, hein, au moment où il faut, sur ce qu'on appelle une grille d'office, avec cette grille d'office se négociant éditeur par éditeur. Donc par exemple, je suis libraire à Pau, petit libraire, et je vais dire à Gallimard, ben oui, moi je suis d'accord, je vends plutôt bien vos romans, donc je prends tous les romans qui paraissent chez vous, allez, en 5 exemplaires. Donc toute l'année, Gallimard va m'envoyer, à parution, 5 exemplaires de tous les romans. Mais entre-temps, le diffuseur est passé, et puis il y en a quelques-uns dont il m'a dit, tu sais, 5 exemplaires, ça va pas suffire. Franchement, celui-là, je t'assure, on va avoir beaucoup de presse, ça va marcher, on parle peut-être d'une adaptation télé, hein, tu devrais en prendre 30. Donc je vais en prendre 30, c'est hors office. Je continuerai à en recevoir 5 par office, puis j'en recevrai 25 de plus sur la commande. Donc là, il y a l'office. Or, l'office, le principe même de l'office, et c'est là où les métiers sont compliqués. Si on était dans un monde merveilleux, mais nous savons tous que nous ne sommes pas, hélas, dans un monde merveilleux. Si on était dans un monde merveilleux, j'ai signé un office avec Gallimard pour tous les romans de Gallimard en 5 exemplaires. Si Gallimard m'écoute, surtout qu'il ne fasse pas de procès, parce que je sais bien qu'ils ne font pas ça. Mais il pourrait. Et la règle, c'est de dire, je vais en mettre certains, je vais en mettre 10 au lieu de 5 dans le paquet. Je vais en mettre 10 au lieu d'en mettre 5. Je vais en mettre 20 au lieu d'en mettre 5. Et donc le libraire reçoit ses paquets, il compte plus ou moins vite ce qu'il a reçu, tout au moins, c'est pas le libraire souvent. Si je suis dans une librairie de taille moyenne, donc bien sûr que Gallimard ne fait pas ça. Hein. Les cartons arrivent avec des factures. Mais moi, le libraire, je suis dans ma librairie en train de conseiller mes clients. Donc j'ai un jeune libraire apprenti ou un étudiant de l'IUT ou je sais pas quoi qui s'occupe de mes arrivées là. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Clésio 20, alors que j'en avais commandé 5. Ben, il coche 20. Il dit oui, ils y sont, les 20. Donc il dit oui, ils y sont, les 20. Et moi, je vais mettre 10 jours ou 15 jours à m'apercevoir que le Clésio, il y en a eu 20 et que j'en voulais que 5. Sauf qu'entre-temps, j'ai reçu 250 autres cartons. Donc les 20 le Clésio, je dis tant pis, je me les mange, quoi. Je vais les garder, peut-être qu'on va les vendre. Et du coup, comme ils ne se sont pas vendus, je les renvoie. Si c'est Gallimard, après tout, ils n'avaient qu'à pas faire la connerie, c'est bien fait pour eux, si on leur a renvoyé les livres. Mais si je suis un petit éditeur diffusé par Gallimard, si je suis un tout petit éditeur que Gallimard a pris dans le groupe de la Sodis, et qui m'a fait ça à moi, et que je lui ai jamais demandé à Gallimard de forcer les ventes au libraire, et que je me reprends des livres dans le nez, Gallimard, il touche à l'aller et au retour. Et moi, à la fin, je touche rien. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il y a 2-3 ans, de cette histoire extraordinaire qui est arrivée en France, qui a mis sur le carreau quelque chose comme une quarantaine d'éditeurs indépendants, et qui aurait pu être beaucoup plus grave encore. Hein. Le Seuil, qui est une vieille maison d'édition française, remarquable, indépendante, qui a fait un travail extraordinaire, et qui continue à faire un travail extraordinaire, hein, a été racheté par l'édition La Martinière. Donc aujourd'hui, le Seuil est un service, oui, enfin une collection, je ne sais même pas comment on peut dire, enfin un département de La Martinière. La Martinière est un type très riche qui fait de l'édition, qui fait plutôt des beaux livres d'ailleurs. Hein, mais, voilà. Sauf que le système de diffusion-distribution des livres du Seuil était un exemple dans toute la profession, était donné en exemple par toute l'édition française depuis toujours. Quoi. C'est-à-dire que le temps avait passé, le monde de l'édition avait évolué, tous les marasmes dont je vous ai parlé étaient passés, et le Seuil continuait à être exemplairement le meilleur diffuseur qu'on pouvait avoir. Tous les éditeurs indépendants rêvaient d'être pris en diffusion-distribution par le Seuil. Tout le monde en rêvait. C'était le pur bonheur. Pas de mise en place forcée.
pas de retour, pas d'office sauvage. Les livres, quand ils revenaient, ils étaient bien mis en carton parce que le Seuil avait un fonctionnement avec les libraires merveilleux. Tout le monde s'entendait bien là-dessus et ça marchait vraiment bien. Voilà un très bel exemple de choses qui marchaient merveilleusement. Quand la Martinière a acheté le Seuil, cette diffusion-distribution, le Seuil a été remanié très vite, ça s'est passé l'été, et c'est devenu Volumen. C'est-à-dire ce qui s'appelait diffusion-distribution Le Seuil, c'est appelé Volumen du jour au lendemain. Les 3/4 des gens qui travaillaient pour la diffusion-distribution Le Seuil sont partis. Ont été licenciés pour des raisons X et Y, et on s'est retrouvé avec une nouvelle équipe qu'ils ne connaissaient pas. C'était pas de leur faute, je dis pas que c'était des mauvais représentants, rien du tout, ni des mauvais distributeurs. Simplement, ils ne connaissaient pas les éditeurs qu'ils avaient dans le groupe. Or, Le Seuil avait, en diffusion-distribution, Le Seuil, mais ils avaient quelque chose comme 250 éditeurs. Jusqu'à des éditeurs de taille modeste, dont un éditeur aquitain remarquable que vous connaissez peut-être qui s'appelle Gaïa, qui publie essentiellement de la littérature étrangère, qui est ici dans les Landes, pas très loin d'ici, qui fait un remarquable travail, et qui, en septembre, avec 8 nouveautés dans le mois, octobre, 2 nouveautés, puisque Gaïa sort un titre par mois à peu près, sauf septembre, octobre, novembre, décembre, qui pour les fêtes sort des livres un petit peu plus, parce qu'ils savent que c'est quand même un moment pour eux, ils vendent très bien. Donc, et ils ont besoin surtout de trésorerie à ce moment-là pour toujours les mêmes histoires. Donc leur calcul, c'est une maison, ils sont 4 à Gaïa, et ce sont 4 femmes qui font un travail extraordinaire et qui essayent de vraiment bien gérer leur maison. C'est toujours très bien pensé. Il n'y a pas une chose faite au hasard. Le mois de décembre étant le mois où Gaïa, évidemment, gagne le plus fait le plus gros chiffre d'affaires de l'année, puisqu'ils ont, évidemment, des beaux livres, si vous les connaissez, ce sont des livres avec un papier verger, ils disent sanguine, qui est un peu rouille, des couvertures assez colorées, c'est plutôt des beaux livres, bien faits, etc. Voilà. Et en plus, ce sont des bons textes. Au mois de décembre de cette année-là, Gaïa a fait un chiffre d'affaires négatif. Pour la première fois dans l'histoire de leur maison d'édition. Un chiffre d'affaires négatif, ça veut dire que non seulement on n'a pas d'argent qui rentre, mais qu'on a de l'argent qui sort, parce qu'il faut quand même payer les échéances des imprimeurs, des auteurs, des traducteurs, puisque là, ils ont des traducteurs à payer à chaque titre, et puis des retours, parce que quand les libraires ont commencé à voir qu'avec Volumen, tout le fonds Seuil, ça marchait plus du tout. Au point que, pour vous donner une idée, quand un éditeur sort un livre, il rencontre son diffuseur de 3 mois avant, il lui dit, voilà, le mois prochain, dans 2 mois, on va sortir telle chose. Les représentants apprennent un peu de quoi il retourne, et le livre doit arriver à une date extrêmement précise chez le distributeur pour pouvoir être mis en place. C'est-à-dire que s'il arrive avec un jour de retard, il ne peut pas être mis à l'office. Il ne peut pas être distribué à temps dans les librairies. C'est très grave. C'est-à-dire que le libraire attend le livre, il en a parlé, il en a prévendu, le livre n'arrive pas, c'est foutu. Si vous en avez le libraire qui a fait son boulot, qu'on a vendu 30 à l'avance, le livre n'arrive pas le jour prévu, il les perd, les 30. Il en vendra 2 à la fin sur les 30 prévus, mais il y en a 28 qui sont perdus pour toujours, à tout jamais. Or, les éditeurs du Seuil, les éditeurs du groupe, ont continué à envoyer leurs livres à la parution prévue, à la date prévue, sauf que les libraires ne les recevaient jamais. Le groupe Seuil ne publiait plus rien. Il n'y avait plus aucun livre qui arrivait dans les librairies. C'est-à-dire que les types de Volumen, ne sachant plus quoi faire de tous ces bouquins, ne comprenant rien du tout à toute cette masse de livres qui arrivait, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler avec des quantités industrielles de petites structures, laissaient les livres dormir en se demandant ce qu'ils devaient faire avec. Et pendant 6 mois, pratiquement aucun livre n'a circulé entre Volumen et les libraires. Alors les libraires ont hurlé, il y a eu des tribunes dans toute la presse. Si vous vous souvenez un peu de l'histoire, ou allez regarder la bibliothèque, vous verrez, dans Le Monde, dans Libération, même dans le Figaro, dans tous les journaux possibles et imaginables, il y a eu des tribunes de libraires disant attention, les libraires vont crever parce qu'on n'a plus rien de nouveauté de ces éditeurs, que se passe-t-il? Et puis les éditeurs hurlaient de leur côté en disant mais nous, attendez, on paye tous les mois, on doit payer des choses à Volumen, mais on n'a plus rien qui rentre. Et en plus, on ne sait pas où sont nos livres. Donc il y a eu une crise énorme qui a été aujourd'hui résorbée, heureusement, mais il y a eu plus de 40 éditeurs qui ont laisser leur peau dans cette affaire. Parce que les éditeurs, souvent, les éditeurs indépendants, sont des gens qui vivent sur une économie d'échelle extrêmement petite et qui sont tous dépendants d'un banquier, du bon plaisir d'un banquier. Alors, vous connaissez tous les banquiers. On les connaît tous. On peut passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, ils vous disent ça suffit, quoi. Surtout quand vous êtes sur un produit dont ils savent que la difficulté, la faiblesse, la difficulté à ce que ça rentre, c'est très compliqué.
Donc, la plupart de ces libraires, de ces éditeurs qui ont claqué à cause du fait qu'ils ont dû sortir de l'argent tout le temps, d'une manière outrancière, c'était pas prévu, et que les banquiers les ont pas suivis. Au bout d'un moment, on dit on arrête de suivre. Alors, je vais faire un peu de publicité pour l'Arpel. Du coup, en Aquitaine, on a eu de la chance. Ils ont eu de la chance, tout au moins les éditeurs aquitains, parce que l'Aquitaine avait eu, on n'avait pas eu le nez creux, on n'avait pas fait exprès, hein. On avait imaginé, il y a quelques années, on était une région pilote pour ça, on a imaginé de passer un protocole entre l'État et la région. Et de dire, sur l'édition, on va créer des fonds qui vont permettre aux éditeurs qui en auront besoin pour des mauvais coups. On avait réagi à ça quand il y a eu aussi un événement assez sérieux dans l'édition il y a quelques années, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était l'incendie des Belles Lettres. Un diffuseur qui s'appelle Les Belles Lettres, donc le hangar a brûlé en 2 heures. Il y avait là-dedans quelque chose comme 250 éditeurs qui étaient représentés. Il y a grosso modo, les 3/4 des livres ont disparu dans les flammes ou dans l'eau, ce qui est pire. Parce que les livres bien serrés, ça brûle pas. Ça brûle au debout, mais pas au milieu. Mais comme les pompiers, évidemment, ont voulu éteindre l'incendie, ce qui est normal, voilà. Là, on s'est retrouvé face, nous, à cette extraordinaire chose en Aquitaine, d'avoir plusieurs éditeurs qui étaient concernés et qui n'avaient plus rien, c'est-à-dire qui étaient exsangues, qui avaient parfois, je me souviens de l'Escampette, qui à ce moment-là était à Bordeaux, maintenant il est parti du côté de Poitiers, il n'est plus chez nous, mais l'Escampette, qui est un remarquable éditeur, avait sorti 3 nouveautés, dont les œuvres complètes de Louise de Góngora, introuvables depuis 60 ans en France. Le livre a brûlé intégralement. Pas un seul exemplaire n'est arrivé en librairie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ces éditeurs-là étaient ruinés, ils n'avaient plus rien. Alors, en plus, avec des histoires absolument faramineuses, imaginez que tous ces éditeurs s'étaient mis dans le crâne, malentendu complet, ça aussi, ça fait partie de l'amateurisme parfois de la profession. Aucun de ces éditeurs n'était assuré. Pour une raison extrêmement simple. C'est que dans leur contrat, ils avaient lu qu'ils étaient assurés par les Belles Lettres. Sauf que comme ils avaient très mal lu leur contrat, les Belles Lettres assuraient les livres qui étaient prévus pour le retour chez les éditeurs. C'est-à-dire que je suis libraire, je renvoie les livres aux Belles Lettres, ils sont mis dans un endroit particulier des Belles Lettres, et là les Belles Lettres considèrent que ça les regarde, ces livres-là, puisqu'il faut qu'ils les renvoient. Et le temps donc où ces livres étaient dans leur hangar, les Belles Lettres assuraient les livres. Mais les livres, et c'était précisé dans le contrat, mais bon, les livres des éditeurs avant qu'ils ne partent chez les libraires, étaient assurés par les éditeurs. Et il n'y avait pratiquement aucun éditeur qui avait bien lu son contrat et qui avait assuré. Donc les 3/4 des éditeurs n'avaient pas assuré leurs livres. Donc l'Aquitaine a réussi, en tirant des plans, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais on y est arrivé. On a réussi à compenser un peu tout ça et tous ces éditeurs ont réussi à survivre à ce choc. Il y en a beaucoup qui n'y sont pas arrivés dans d'autres régions. Partant de cette expérience, on a quand même compris que c'était un peu difficile. Cette année-là, on s'est dit ça va pas arriver tous les ans quand même, l'incendie des Belles Lettres, mais il y aura bien d'autres choses. On a essayé d'imaginer ça et on se trouve qu'on a la chance d'avoir de bons rapports avec l'État, avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles en Aquitaine, et qu'avec l'aide des éditions de Minuit et des éditions POL, qui eux-mêmes ont regroupé des éditeurs autour d'eux pour faire un espèce de fonds de garantie à l'édition, on a réussi à mettre en place un protocole État-région sur la librairie et sur l'édition qui permet de compenser ce genre de catastrophes quand elles arrivent. Donc les éditions Gaïa, Volumen, le mauvais coup de Volumen, Gaïa a réussi à peu près à survivre, à surnager, à s'en sortir, à tout au moins ne pas capituler, parce que le fond a pu agir. Bon, comme ce sont des plans, ce sont des contrats de plan qu'à chaque fois on peut faire sur ces choses-là. Le contrat de plan il va y avoir un nouveau contrat de plan dans quelques semaines, voire dans quelques jours. On espère que le nouveau contrat de plan va reconduire cette opération, parce qu'elle est valable pour l'édition, mais elle est valable pour la librairie. Les libraires sont pas à l'abri non plus de toutes les aventures qui peuvent leur arriver, et ce fonds est là pour garantir les banquiers, pour rassurer les banquiers, pour permettre aux salaires d'être faits, pour permettre à plein de choses de pouvoir avoir lieu. Donc, voilà, Volumen, ça a coûté la vie à une quarantaine d'éditeurs. Donc, on est face à des métiers extrêmement fragiles et il faut absolument y veiller. Ce qui fait que, ce qui va me faire arriver je vais peut-être vous bientôt arrêter, mais on va arriver effectivement dans qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Je vous avoue, quant à moi, que j'en sais rien. Je connaissais simplement. C'est qu'aujourd'hui, un éditeur
qui veut arriver à vivre, à continuer à vivre correctement, enfin à peu près correctement de son métier, a tout à fait intérêt à diversifier sa production. Quand je dis à diversifier sa production, on parlait des NTIC. Les NTIC sont là, on ne peut pas y couper. Elles ne vont pas reculer pour nous faire plaisir, pour ceux à qui ça voudrait faire plaisir. Ça pourrait faire plaisir. Moi, les NTIC, ça me convient très bien sur plein de choses. Il n'y a pas de souci. Mais il va falloir s'adapter. Il ne va pas falloir que les libraires restent dans leur coin en disant « Ah non, nous, Internet, vous rigolez. Non, non, pas pour moi, pas d'Internet dans mon magasin. Non, non, je ne gérerai pas mon stock par l'informatique. » On a encore des libraires aujourd'hui qui ne veulent pas gérer leur stock par informatique, qui continuent à le gérer par ce merveilleux système de fiches papier, sauf que c'est vraiment très très long, les fiches papier. Moi, j'ai travaillé dans une librairie à une époque de ma vie, quand j'étais jeune homme, je faisais des stages, je me souviens quelle horreur c'était ce truc-là tous les soirs, quoi. Aujourd'hui, sur l'informatique, c'est quand même très simple. Bon, d'autant qu'il y a des logiciels qui permettent, par l'informatique, de tous les soirs, hein, vous avez sorti à la caisse les livres, la ventilation a été faite, et le logiciel commande de lui-même. Donc il y a vraiment... on gagne du temps, parce que la journée des libraires, elle n'est pas finie quand la librairie ferme, hein, donc celle des éditeurs non plus d'ailleurs. Donc je crois qu'il va falloir ça, il faut que les libraires le comprennent, ils ont compris pour l'essentiel d'entre eux assez vite. Pour l'édition, je pense qu'il faut que les éditeurs arrivent assez rapidement à prendre ça en compte. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui est ici, par exemple un éditeur en Aquitaine qui très très vite a compris, s'est dit, alors c'est quelqu'un qui fait des choses de littérature contemporaine extrêmement pointues, des livres qui se vendent à 1000, 1500 exemplaires dans le meilleur des cas, quel que soit l'auteur, quel que soit l'éditeur, le diffuseur et le distributeur en l'occurrence. Là on est sur des niches. Hein. Sauf que même ces livres-là, qui ont des publics spécialisés, j'ai envie de dire des publics un peu captifs, même ces livres-là commencent à avoir des difficultés à bien fonctionner parce que ils se retrouvent au milieu des 500 000 et quelques nouveautés là, annuelles. Hein. C'est toujours pareil. Même, eh bien, lui, il commence à imaginer de plus en plus souvent des disques avec des livres avec un CD, avec le CD des lectures d'auteurs, là, il commence une collection de DVD autour de ses auteurs et ainsi de suite. Et l'air de rien, il s'aperçoit aujourd'hui, alors il va pas supprimer ses livres, hein, mais il se rend compte que le bénéfice qu'il est en train de faire aujourd'hui, il le fait bien plus sur ses DVD et sur ses CD que sur ses livres. Parce que le CD et le DVD ont l'avantage de coûter encore moins cher que le livre à fabriquer. Donc il y a des ventilations nouvelles qui vont se faire, il y a des adaptations nouvelles qui vont se faire. Il y a, vous avez dû entendre tous parler de ça, on est enfin arrivé, on a parlé de ça, c'était un peu le serpent de mer, hein, d'un papier informatique qui allait permettre de remplacer le papier, enfin tout au moins d'aider à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait qu'ils aient mis un papier au point, papier informatique, hein, qui permet d'avoir des cristaux liquides dessus et qui permet surtout qu'on le plie. Parce que le problème, c'est qu'auparavant, il ne se pliait pas. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand on a commencé à nous dire qu'ils allaient sortir, je ne sais plus comment ils appelaient ça, les notebooks, je sais pas quoi, enfin des espèces de livres informatiques, quoi. Des ordinateurs qui permettaient de lire des livres. J'avais vu ça au Salon du Livre de Paris, c'était assez drôle. On avait c'est ça? Voilà. Mais alors ça a drôlement évolué parce que c'était beaucoup plus gros à l'époque. Moi je me souviens à l'époque, mes fils avaient des Game Boy grises, c'était gros, qui étaient assez grosses, quoi, avec un tout petit écran, vert, et tout autour il y avait un gros truc gris avec des touches. Et on avait au Salon du Livre de Paris, il y avait un espace qui était dévoué à ces livres, sur lequel il y avait très peu de titres évidemment. Et pour tourner les pages, il fallait appuyer sur un bouton en bas, et donc si vous tourniez à droite, la page tournait, si vous tourniez à gauche, vous partiez en arrière, donc, etc. Il y avait des moyens de grossir, etc. Et on voyait des gens qui étaient tous verts, parce qu'ils avaient tous cette lumière verte qui les éclairait, ils étaient tous penchés sur une espèce de Game Boy, comme ça, et on avait tous l'impression de voir une bande d'imbéciles qui jouaient à des jeux de... ça, alors qu'ils étaient en train de lire des livres. Bon, c'était quand même assez terrible. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'on soit arrivé à produire quelque chose, un papier qui n'est pas un papier, mais qui va permettre, avec de la mémoire, de pouvoir transporter des livres en quantité. Moi, j'espère que ça va marcher, pourquoi pas. Je continue à penser néanmoins que le système du parallélépipède rectangle, hein, regardez, celui-là, il fait 450 pages. 450 pages, c'est pas gros, ça. C'est un livre d'une édition normale. C'est quand même pratique, quoi. On peut emmener 450 pages avec soi, sans souci. Je peux même aller sur la plage, lire avec, bon, je vais mettre un peu de sable à l'intérieur, il va être un peu gondolé. S'il pleut, ça va le mouiller un peu. Mais enfin bon, dans tout l'état actuel des choses, au moins il aura une vie, en plus. Il aura
Il va nous raconter une histoire. Quand on va le reprendre, on va se souvenir, on va retrouver un truc qu'on avait mis dedans. Enfin, il y a toute une histoire. Dans le truc informatique, on va rien mettre. Hein. Je suis même pas sûr. L'autre jour, j'ai expliqué ça à mon plus jeune fils. Il a 15 ans. Et il me disait, moi, alors j'ai 2 fils, je ne vais pas raconter ma famille, mais j'en ai un qui est un peu plus vieux, enfin il a 19 ans, lui, les CD, il y tient. Comme moi je tenais à mes vinyles, quoi. Il tient à ses CD. Et le plus jeune, lui, les CD, il s'en fiche complètement. Il me dit, moi les CD, ça va, je télécharge sur Internet, ça va très très bien, j'ai mon Arcos, là, j'ai la musique dedans, j'ai ça sur mon ordinateur, sur l'ordinateur de la famille, c'est belle, quoi. Et à ce coup, je dis, mais attends, on a quand même, là, il n'y a pas très longtemps, on a eu, comme tout le monde, hein, l'ordinateur, une carte mère qui a lâché. Je lui dis, il a fallu que tu retélécharges tout. Tu as tout retéléchargé, sauf que tu as assez pleuré, que tel truc tu l'avais pas retrouvé, telle autre chose tu l'avais pas trouvé, que tel truc que tu avais payé 2 fois, tu comprends, et ainsi de suite. Je dis, donc, quand tu as un CD, tu as un CD. Si tu le casses, c'est bien fait pour toi. Mais t'en casses un, au pire. Tu casses pas ta discothèque. Là, il avait pété complètement avec l'ordinateur tout ce qu'il avait en téléchargement. Donc, la question du téléchargement, elle se pose là aussi, par rapport à la musique. La question du disque gravé, qu'on se grave soi-même, on sait bien qu'il dure quand même pas très longtemps. Ça dure moins longtemps que les disques les CD qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, tout ça pose des problèmes. Sur le livre, on arrivera, à mon avis, au même système. C'est-à-dire que, alors, maintenant, c'est peut-être un système passéiste dont je suis en train de vous parler, mais moi, j'ai une grosse bibliothèque. Je suis très très bien dans ma bibliothèque. Je me sens bien dans ma bibliothèque. J'aime bien m'y asseoir, y rien y faire, même ne pas lire, mais savoir que tout est potentiellement là, que je peux m'en occuper, que je peux m'y retrouver, que ce que je cherche est potentiellement ici, etc. Si je fais de l'informatique là-dedans, je sais pas pourquoi enfin alors, sans doute que les nouvelles générations, évidemment, vont très vite s'adapter à ça. Et ça me permet de revenir sur quelque chose que j'ai dit au début, vous vous souvenez, sur lequel je suis revenu à un moment. On nous disait que quand on était, enfin, avant même nos grands-parents, on leur disait que la radio allait tuer les livres. Puis après, on a dit que c'était le cinéma. Puis après, on a dit que c'était la télé. Puis après, je l'ai dit plusieurs fois, ça. Hein. Et aujourd'hui, moi, je crois que ce qui empêche, je sais pas ce qui va tuer le livre, mais ce qui empêche de lire, par contre, les jeunes générations, je vois qu'il y a des jeunes gens parmi nous, donc qui vont peut-être me contredire, hein, mais moi je vois comment ça a pu empêcher de lire, au fond, enfin, c'est-à-dire comment des jeunes gens aujourd'hui qui lisent beaucoup ont plus de mérite que nous, il me semble. Parce que réussir à passer, justement, les zinzins portables là, sur lesquels on peut mettre toute la musique du monde, réussir à passer outre les consoles de jeux qui sont présentes et qui sollicitent du temps, et quand on commence, et je sais ce que c'est, hein, je joue avec mes fils, quand je commence à jouer avec des trucs qui me plaisent, ça peut durer très longtemps. Tous ces trucs-là, plus Internet, plus la télé, plus, on a toutes les raisons de ne pas lire aujourd'hui. Donc les jeunes qui lisent, moi je trouve que ils sont bien plus courageux que nous. Moi quand je lisais, c'était grosso modo ça ou rien, hein. Enfin, c'est quand j'étais jeune. Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, soit je lisais couché sur la courte pointe de ma chambre, soit j'allais jouer avec mes potes dans la rue, mais la vie était à peu près se résumait à ça, il n'y avait même pas de télé, donc vous vous rendez compte, c'était inouï. Et je vous parle d'un temps qui n'est pas si lointain. Mais, donc je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi ce que je crois fondamentalement, c'est que je ne sais pas si le livre va exister encore très longtemps. Je pense qu'il existera d'une manière ou d'une autre, et je pense que quand même cette chose-là continuera d'exister parce qu'on en aura besoin. Il y aura un vecteur, fatalement, des vecteurs de ce système comme ça qui auront besoin de continuer d'exister. Peut-être que pour les sciences humaines, qui se vendent très peu, on le sait, il y a beaucoup d'expériences qui ont été tentées déjà sur ce domaine-là, de téléchargement de livres de sciences humaines, sur Internet, qui permettent d'obtenir, il faut les payer, je veux dire, mais qui permettent à des livres d'être diffusés en ayant évidemment des coûts beaucoup plus bas et ainsi de suite. Pourquoi pas? C'est sans doute une possibilité. Il y a tous les moyens aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les moyens sont potentiellement là pour qu'on puisse continuer à véhiculer ce qui est quand même ce que, a priori, les livres véhiculent, c'est-à-dire de la pensée. Ça passe par de l'écriture, encore. Peut-être qu'un jour, ça passera plus probablement par de l'écriture, mais la pensée doit continuer à circuler, d'une manière ou d'une autre. Donc j'espère que ça continuera d'une manière ou d'une autre. Je pense que les pouvoirs publics continueront à essayer de faire en sorte que le livre existe, jusqu'au moment, ne soyons pas dupes, hein, jusqu'au moment où ça coûtera trop cher de le faire. Et tout à l'heure, c'est Anna qui parlait là, des politiques par rapport à ça, en disant les candidats, quelles que soient nos accointances politiques, hein, les candidats à la présidentielle, tu disais, Anna, tout à l'heure, au fond, ils n'en parlent pas, hein, dans la campagne.
On gagne pas une campagne en parlant de la culture, hélas. C'est comme ça, et je crois qu'effectivement, c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner des voix. Donc ils en parleront un de ces jours, peut-être, ou peut-être jamais, mais de toute façon, c'est pas avec ça qu'ils vont nous bercer de rêves. Et en plus, même, pire, s'ils le faisaient, ça risquerait de les desservir. Ça risquerait de les servir parce qu'on dirait, non mais attends, c'est quoi celui-là? Il veut nous mettre encore du fric dans les bibliothèques, il veut encore faire lire des gens gratuitement des tas de trucs. Ils ont qu'à faire comme les autres, ils ont qu'à se les payer les livres. C'est une réflexion que j'ai entendue de la part d'un élu municipal d'envergure à Bordeaux, répondant ça à des lecteurs. Il y avait une tentative qui avait été proposée à la bibliothèque de Bordeaux de créer les bibliothécaires dans leur ensemble avaient décidé d'essayer d'aider les gens qui parlaient mal le français. Donc ils avaient décidé de prendre sur leur temps libre, pas leur temps de travail, leur temps libre. Ils étaient tous d'accord, enfin pas tous, il y en avait une cinquantaine de personnes qui maîtrisent assez bien des langues, qui s'étaient dit on pourrait apprendre, donner des cours à des gens qui parlent pas bien, leur donner des cours de perfectionnement de la langue française. Eh bien la mairie leur a répondu, c'est pas le maire, c'est pas un adjoint quelconque, la mairie leur a répondu, mais attendez, c'est quoi cette histoire? S'ils veulent apprendre le français, ils font comme les autres, ils prennent des leçons et ils se les payent. Sauf que c'était pas le but, quoi. Effectivement, le but c'était de faire un petit peu de social pour qu'ils puissent s'en sortir un peu mieux. Et que les cours, de toute façon, ils pourront pas se les payer. Donc la réponse du politique, elle peut être extrêmement cynique. Il faut pas rêver. Donc c'est pas, je pense pas que ce garçon, la personne qui a répondu ça, ait voulu dire des choses épouvantables, quoi que ce soit. C'est pas son problème. C'est pas avec ça qu'il va gagner des élections. C'est pas avec ça qu'il va être maintenu dans sa mairie. C'est pas avec ça que ça ira mieux. Donc faut pas rêver. On peut être rêveur. Moi, je suis très 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 rêveur. Mais ça, non, je crois qu'il faut pas rêver. Je ne me défie pas plus que ça les politiques. J'essaye de les prendre pour ce qu'ils sont. Ils ont des élections à gagner et après ils ont des choses à faire. Je crains que la culture ne soit pas franchement leur principal souci. Voilà. Je sais pas, on pourrait aborder plein de choses. Je sais pas si je vous ai dit tout ce que vous souhaitiez, mais vous pouvez. Ah oui, pardon, je vais continuer ça alors. Exact. Oui, bravo. Merci. Oui, alors le libraire. Ah oui, bravo. Le libraire 35. Alors c'est là où ça se complique, c'est que quand je dis généralement le libraire 35, tout le monde me dit bah oui, mais alors c'est lui qui gagne le plus là-dessus, quelle horreur, etc. Parce que 35 plus 10, 45, plus 10, 55, 60 et demi déjà. C'est terrible ça. Quand on en arrive là, on se rend compte que, sauf qu'on a 20% ici de ce qu'on va appeler, on va dire en fabrication et frais fixes. Hein ? Il y a à peu près 20% du prix de votre livre qui revient à l'imprimeur et au fait que tous les jours, l'éditeur, il ouvre son pas de porte, il allume l'électricité, le chauffage et qu'il paye les gens avec qui il travaille. Donc, 35 plus 20, 55 plus 10, 65 plus 10, 75, plus 5,5, 80,5, il reste 19,5. Nous sommes d'accord? 19,5 qu'il faut partager entre l'auteur et l'éditeur pour marger. Chassant que l'auteur prend plus ou moins, parce que si c'est un auteur très peu connu, il va prendre 8. Et si c'est Jean d'Ormesson, je fais l'exemple de Jean d'Ormesson, il prend 19, Jean d'Ormesson. C'est 10, on va dire que c'est 10. 10% pour l'auteur. Mais alors, s'il y a des auteurs dans la salle qui m'excusent, je sais qu'ils ne touchent jamais ça, mais... Non, c'est plutôt autour de 8 que de 10, mais on va rester quand même sur 10. Vous calculez, il reste 9,5 de marge nette pour l'éditeur, quand on a fini de payer quand on a payé le livre. Donc, voilà pourquoi tous ces métiers ont tellement de mal à fonctionner entre eux. Il faudrait qu'ils puissent fonctionner merveilleusement bien entre eux, mais c'est pas possible. Alors si vous voyez le libraire ici, ne lui tirez pas la tête quand même la prochaine fois que vous allez acheter un livre en lui disant « Salopard, c'est toi qui gagne le plus sur le coup ». Évidemment que non. Lui, c'est pareil, il a du stock à gérer, il a des livres qui dorment sur des étagères, il a des employés, il a des livres défraîchis qu'il vendra jamais, il a toute une sorte de choses qui font... Oui, la question. J'en ai parlé tout à l'heure dans la distribution. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure dans la distribution pour ce qui est relevé de l'éditeur, expliquant qu'effectivement, chaque mois, le distributeur fait payer du stock au libraire et à l'éditeur, et que l'idéal, évidemment, pour l'éditeur, c'est de gérer en permanence les flux, qu'il y ait toujours ce qu'il faut pour que ça soit vendu, mais pas plus. Donc ça, c'est difficile. J'en ai parlé au moment de la distribution, mais dans le cas de la librairie, c'est la même chose. Évidemment que le libraire va faire la même chose.
Il faut être Mola, on en revient tout à l'heure, je vous ai redonné l'exemple de Mola, je veux bien vous le redonner, je fais aucune publicité particulière chez Mola, mais il faut être Mola pour avoir... J'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, ce livre merveilleux de Pierre-Albert Jourdan qui s'appelle Grabinou-L'or, vous voyez, un des plus grands livres pour moi du XXe siècle. 1000 pages d'une seule phrase. Donc, et Pierre-Albert Jourdan passe pour un auteur passéiste. C'est un des livres les plus modernes que j'ai eu de ma vie, c'est incroyable. Le livre était depuis 9 ans dans la librairie. Ça, c'est 9 ans dans une librairie, je crois qu'il n'y a plus que chez moi là, on trouve un livre au bout de 9 ans. Donc voilà, c'est toute la complexité de ce métier et toutes les difficultés. Donc, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Oui, mais c'est trop tard. Mais je voulais dire, est-ce que c'est aussi le fait que maintenant le lecteur, enfin nous, on n'est pas des lecteurs anarchistes comme on devrait être. C'est quoi? Il le dit quelque part. Il faut Oui. être un lecteur anarchiste. Non? Je suis pas bien placé là. Pourquoi t'es pas anarchiste? Non, je suis un lecteur. Donc c'est Pas vachement anarchiste. compliqué, quoi. Je dépense tout mon argent dans les livres. Donc moi, ça marche pas, quoi. Non, bien sûr que non. Ce que je disais tout à l'heure à je ne sais plus qui, on dit le problème d'Internet, c'est pas Internet en soi. Si je vais dans une librairie, chercher rien de particulier, si ce n'est un livre, ou si je vais même dans une librairie chercher un livre particulier, très précis, la chance de la librairie, c'est que sur la table, je vais avoir des centaines et des centaines et des centaines de livres qui vont me faire de l'œil. Et puis il y en a un qui va me faire plus d'œil que les autres. Et puis je vais commencer à le regarder, et puis il va finalement, bon, non, on n'aura pas d'histoire d'amour, lui et moi, et je vais le reposer. Et puis il y en a un autre qui va m'en faire un peu, et puis je vais me dire, tiens, et puis je vais regarder un peu, et puis je vais me dire, bon, allez, il coûte 148 francs, ça a l'air bien, je risque pas grand-chose, je vais l'emmener. Sur Internet, je peux pas faire ça. T'as pas le toucher, t'as pas le sensible. Sur Internet, ils vont me mettre la couverture, la dernière de couve, éventuellement l'avis de quelqu'un ici, là, et puis s'il y a maintenant, c'est comme ça sur Amazon, si soyez le premier à nous donner votre avis. Donc il faut triturer. Personne n'y va jamais à ce truc-là. Personne ne donne jamais son avis en premier. Donc voilà, mais néanmoins, saurais-je tout ça, c'est pas... Enfin, bon, je lis, dans mon métier, évidemment, je lis la presse littéraire tous les jours, chaque fois que ça sort, etc. C'est néanmoins pas là que je trouve les raisons d'acheter des livres, même si... aujourd'hui, Harang me dit que le dernier Christian Auster est excellent. Je le crois volontiers, mais j'ai pas besoin qu'Harang me le dise, je le sais. Bon, voilà, je suis à peu près sûr que c'est bien. Si Harang me disait c'est une grosse merde, j'irais voir d'un peu plus près, néanmoins. Mais parce bon. que t'es curieux. Voilà, mais c'est parce que je suis curieux. Et ça, c'est quand même... donc là, effectivement, le jour où on n'aura plus que des livres sur Internet, ça sera un vrai problème pour trouver ces livres-là. Or, c'est pas tant que ce soit un problème pour les curieux, comme tu dis. C'est un problème pour ceux qui le sont moins. C'est-à-dire que il y aura plus de livres pour nous faire du coin de l'œil sur les tables des libraires. C'est ça le risque. Si les librairies indépendantes ferment les unes après les autres, si les éditeurs indépendants ferment les uns après les autres, et qu'il reste plus que des grands groupes pour faire des livres, eh ben on aura tous, ce que je disais en préambule, on n'aura tous que les mêmes livres, quelques livres, à se mettre sous la main, point barre. Et la création, on la trouvera où? Alors il y aura toujours moyen de rebondir. Il y aura toujours moyen de rebondir, parce que ça rebondit toujours. Moi, je suis volontairement optimiste là-dessus. Dans les années 70, quand on a commencé, moi et ma génération, à se préoccuper du livre et à essayer de dire on va devenir éditeur, ou on va devenir auteur, ou on va devenir, je sais pas quoi, bibliothécaire, etc., pour essayer de faire en sorte que ce qu'on avait envie de lire puisse tourner, on y est arrivé. Quand moi j'ai voulu devenir imprimeur, j'ai appris l'imprimerie au plomb, parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une presse offset. Aujourd'hui, quiconque a un ordinateur et une imprimante peut faire des livres. Il y a dans toute la France un nombre incalculable d'éditeurs qui font des livres avec des imprimantes d'ordinateurs, qui font de très belles mises en page et qui font de très beaux livres. Alors, le coût de revient est pas neutre, parce que s'ils font ça à la laser, ça coûte assez cher quand même, les tonnerres d'encre. S'ils le font à la... Bon, et après, ils peuvent faire même des photocopies, n'importe quoi. Il y a d'excellents livres qui tournent comme ça. Il y a une remarquable collection en Aquitaine qui s'appelle le Bureau sur l'Atlantique, qui publie que des auteurs américains traduits. Tous les livres sont faits de cette manière, c'est assez rigolo. Ils mettent tirage illimité à la fin. Parce que nous, la génération des années 70, on mettait tiré à 111 exemplaires sur papier moulé à la louche, machin, etc. Eux, ils mettent tirage illimité. Voilà. C'est sur du papier standard, tirage illimité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ils en tirent 200 ou 300, ils ont vendu les 200 ou 300, ils en refont. Voilà.
Et ils en vendent. Et ça marche très bien. Et ça échappe totalement à tout ce dont je viens de parler depuis le début. Hein. Ça échappe aux distributeurs, ça échappe aux diffuseurs, ça échappe même aux libraires. Ça échappe à tout le monde, ce truc-là. C'est une espèce, effectivement, d'anarchie, là, merveilleuse. Hein. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de choses. C'est parfait. Mais dès qu'on va se retrouver face à quelque chose d'un peu plus ambitieux, le livre de Mangel, l'histoire de la lecture, là, que j'ai entre les mains, tu peux pas le faire de cette manière. Ça te coûte une fortune si tu le fais de cette manière. C'est impossible. Il faut aller voir un imprimeur pour faire ça. Et quand tu as vu un imprimeur qui t'a demandé, je sais pas moi, 100 000 balles pour faire ce livre, ben, il faut que tu le vendes. Parce que tu peux pas dépenser 100 000 balles tous les 4 matins pour faire des livres qui vont rester dans ta cave. Donc c'est tout le paradoxe. Je pense que les petites choses arriveront toujours à s'en sortir, à exploser d'une manière ou d'une autre, mais que pour ce qui reste de la création, ou alors on se retrouvera tous à faire des livres sur Internet, pourquoi pas. Sauf que là, qui nous dira, mais vraiment, et comment, sur quoi pourra-t-on savoir que telle chose-là, qui est là, potentiellement, virtuellement sur Internet, est un texte qui peut nous intéresser. Comment on va le savoir? On aura des milliers de livres des millions de livres sur Internet, virtuels, et on ne saura rien du tout de ces livres. Et en plus, personne n'en parlera, ou si ce ne sont des gens qui eux-mêmes auront des sites Internet qui nous en parleront, ainsi de suite, ça va devenir un truc... Voilà. En même temps, c'est peut-être ça l'avenir, moi j'en sais rien. Peut-être que c'est l'avenir. Alors justement, les questions de certaines cyberbases, tu as une question de Garlin. Y a-t-il une réelle lutte entre le livre numérique et le livre traditionnel, ou bien seront-ils complémentaires dans l'avenir? Livre en PDF, MP3 sur Internet. Aujourd'hui, je dirais que le livre sur Internet a ce défaut, pour moi, majeur, qui est qu'il n'y a pas de filtre. L'édition, le livre édité, il y a un filtre. Il y a un filtre. Quelqu'un a écrit un texte que personne ne lui demandait. On va rester toujours sur ce présupposé. Je suis un auteur dans mon coin, personne ne me demande rien. Je prends mon stylo, mon ordinateur, ce que tu veux. Je fais un manuscrit. Je l'envoie à des éditeurs. J'en trouve un suffisamment dingo pour me le publier. Il me le publie parce qu'il pense que c'est bien. Il pense que c'est un bon livre et il pense qu'il va le vendre. Il a envie de le faire connaître à d'autres gens. Sur Internet, on se retrouve dans le principe même de ce qui, dans le livre, s'appelle le compte d'auteur ou l'auto-édition. Je mets mon texte sur Internet, point barre. Personne ne me sert de filtre entre moi, lecteur, et l'auteur. Personne. Personne ne me garantit rien sur le texte que je lis. Ça, c'est un problème. Manuscrit.com, pour moi, ça n'a pas de sens. J'envoie n'importe quelle merde à manuscrit.com, ils le publieront. Je me fais aucun souci. Je recopie les poèmes de Mallarmé, je mets Claude Chambard et je mets un autre titre, ils les publieront. Je le garantis, ça. Donc ça n'est pas, c'est pas crédible, c'est pas raisonnable. Autre question à Louis, quel est l'avenir de la BD? Est-ce que c'est la même chose que pour le livre? Tu l'englobes dedans ou pas? Ah non, oui, alors oui et non, oui, mais la BD, alors peut-être à de plus belles heures sur le papier encore que le livre. Parce que la BD est un art quand même beaucoup plus jeune. Et que là, c'est quand même plus difficile à reproduire sur Internet. La BD sur Internet, c'est quand même pas formidable. C'est encore pire que le texte, je pense. Or, la bande dessinée se vend quand même toujours très bien dans les librairies. Ça reste une niche qui marche bien. Et il y a des éditeurs de bande dessinée indépendants aujourd'hui qui font un remarquable boulot et qui en vivent pas merveilleusement bien. Hein. Ils mangent pas des ortolans à tous les repas. Hein. Mais ils arrivent à vivre un jour saucisse, un jour nouilles, un jour saucisse, un jour nouilles. Il y a des questions dans la salle. Non. Et en plus, il y a quand même un vivier de dessinateurs, d'auteurs de bande dessinée aujourd'hui vraiment important. Et en Aquitaine, on en a quelques-uns. On vient d'avoir, moi je suis ravi, on a en Aquitaine un auteur merveilleux qui s'appelle Alfred, je ne sais pas si vous le connaissez, qui vient de publier, qui a publié énormément d'albums, et qui vient de publier un livre qui s'appelle Pourquoi j'ai tué Pierre, avec Olivier K. C'est le livre qui a eu le prix Angoulême cette année. Et c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment c'est une immense bande dessinée. Même si vous ne lisez pas de bande dessinée d'habitude, feuilletez-la chez votre libraire. Si vraiment vous aimez la narration et les sujets qui quand même sont un petit peu difficiles, c'est pas un sujet très simple qu'il aborde. C'est un gros livre, hein, c'est une grosse bande dessinée, c'est pas un 48 pages, hein, c'est plus que ça. C'est vraiment avec un système. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui dans la bande dessinée, alors vraiment, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de dessinateurs qui travaillent la bande dessinée, mais non pas pour faire des Mickey comme pouvaient faire les générations précédentes, mais qui ont trouvé là un système narratif. Et un système narratif qui
qui est en train de bouleverser la narration, justement. En train de bouleverser la narration traditionnelle du roman, du récit, de ce que vous voudrez. Et au point qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'auteurs de récits, de romans, qui commencent à aller approcher les auteurs de BD pour voir ce qu'ils pourraient faire avec eux. Il y a des choses merveilleuses qu'ils sont en train de faire. Je trouve qu'il y a depuis des types de 30, 40 ans, enfin des gens de 30, 40 ans, 20 ans, qui font des choses dans la narration, mais remarquables. Hein. Vraiment inouïes. Peut-être bien que l'avenir, un des avenirs du roman, par exemple du romanesque, du narratif, est dans la bande dessinée. Enfin, moi, j'en suis convaincu, aujourd'hui. Oui. Oui, vous avez dit que le problème d'Internet, à votre avis, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Mais pourquoi faudrait-il absolument un filtre? Vous dites qu'il n'y a pas de garantie que ce qui est publié sur Internet soit de valeur, mais quels sont les critères d'une œuvre de valeur? Alors, je n'en sais rien, justement. Voilà, j'en sais rien. Justement. J'ai besoin qu'un éditeur me le dise. Justement, moi je pense inversement que la seule chance pour des gens qui n'ont pas pu trouver un éditeur et qui ont peut-être quand même de la valeur de se faire connaître, c'est peut-être malheureusement de passer par Internet. Alors je vais être radical, madame. Au risque de me disputer avec vous, je serai très radical. J'ai pas fini. Un auteur qui n'a pas trouvé d'éditeur aujourd'hui, c'est sans doute que son texte n'est pas bon. Ah bon, bravo. Ah bravo. Qui donne son avis? Le lecteur du manuscrit. Et que ça m'a toujours intrigué. Qu'est-ce que c'est cette profession de lecteur de manuscrit? C'est des professions. Ce sont en général des auteurs de maisons d'édition qui lisent pour leurs éditeurs. Mais c'est tout. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, l'édition est suffisamment variée, diversifiée. Je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus du chiffre, hein, je l'ai lu sur mon document, je me souviens plus exactement. Il y a quand même plusieurs milliers d'éditeurs en France. Je prétends qu'aujourd'hui, un bon texte n'a pratiquement aucune chance de pas paraître. Franchement, ça peut arriver, hein, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai des exemples sous les yeux tous les jours. Je reçois des auteurs toute la journée dans mon bureau, dans mon métier. Je peux vous assurer qu'en mettant simplement un auteur en rapport avec les 2 ou 3 éditeurs, si le texte semble avoir un semblant de cohérence, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui sont évidemment pas, c'est évident, je veux dire, ça paraît évident n'importe qui, mais bon, peu importe. Pour ce qui relève de quelque chose qui aurait un peu d'ambition, il faut parfois simplement pouvoir dire à un auteur, vous êtes en train de faire fausse route. Il ne sert à rien d'envoyer ce texte-là chez Gallimard, chez Grasset ou chez Climat. Vous devriez par contre l'envoyer chez Truc ou chez Machin qui, à mon avis, sont plutôt sur ce territoire que vous essayez d'envahir. Je vais vous donner un exemple très récent que j'ai donné à quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui est venu me voir, qui m'a fait lire quelque chose. Je ne lis pas par nature les manuscrits qu'on me donne, je les feuillette quand les auteurs viennent me voir, et puis à partir de là, moi je fais ce que je peux. Mon travail n'est pas de lire les manuscrits. Je faisais ça quand j'étais éditeur chez Seger. J'ai dit à cette personne, c'est assez étrange, ça me paraissait bien ce texte, franchement, hein, c'était il y a peu de temps. Hein. Ça me paraissait bien, mais bon, c'est un manuscrit qui devait faire 8 ou 900 pages, donc j'avais vraiment pas le temps de le lire, mais en ayant lu 30 ou 40 pages, je sais, pour avoir été justement éditeur à une époque de ma vie, que ça suffit. Si ces 30 ou 40 pages m'accrochent, il faut que j'aille lire le reste maintenant. Sauf que là, moi, je ne suis pas éditeur maintenant, donc mes 30 ou 40 pages m'ont accroché. Je pense qu'un éditeur peut lire le reste, franchement. Je me suis dit, c'est quand même étrange. J'ai parlé avec ce garçon, puis je pose toujours une question à peu près identique aux auteurs. Je leur dis, mais chez quel éditeur avez-vous, là, aujourd'hui, les auteurs que vous aimez le mieux? Alors, les auteurs les plus récents, hein. Donc on me répond parfois des noms d'éditeurs, de petits éditeurs modestes qui font un remarquable travail. On me répond aussi des noms de grands éditeurs. Et parfois, je me dis oui, pourquoi pas. Ce garçon avait soigneusement évité, il m'avait amené toutes les lettres de refus qu'il avait reçues. Et il en avait reçu un paquet, hein. Je peux vous assurer qu'il avait dû en recevoir une 60aine. Toutes les mêmes, hein. On les connaît par cœur, malgré d'évidentes qualités, votre manuscrit n'entre pas dans nos programmes, etc. Bon. Je lui ai dit, mais c'est marrant, vous me parlez depuis tout à l'heure d'auteurs qui publient tous chez Flammarion, et vous n'avez pas envoyé votre manuscrit à Flammarion. Pourquoi? Il n'a pas su quoi me répondre. Il l'a envoyé à Flammarion, le manuscrit va paraître. Voilà, alors je ne dis pas que attendez, c'est un coup de chance total, hein, sans doute, mais je ne dis pas que je vais faire permettre à tous les auteurs potentiellement en mal de publication
de publier de cette manière. Mais on y arrive. Si vraiment on a quelque chose qui peut être publié, parce qu'il peut obtenir un certain nombre de lecteurs, après c'est très compliqué. On est face à un système qui fait qu'effectivement, nous sommes face à l'autre, si vous êtes, peut-être que vous êtes auteur, madame, hein, mais un auteur, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, à qui on n'a rien demandé. Je l'ai dit, je ne sais combien de fois depuis le début. Hein. Personne ne nous a demandé, n'a jamais demandé à un auteur d'écrire quoi que ce soit. Personne. Sauf quand c'est le cas d'une commande précise, qu'on dit à je ne sais qui, écris-moi un livre sur Duke Ellington. Bon. Il écrit un livre sur Duke Ellington. Bon, très bien. A priori, il a toutes les chances que son manuscrit paraisse, puisque l'éditeur lui a demandé, c'est qu'il pense quand même que la personne n'est pas suffisamment ballotte pour lui faire un truc qui va pas tenir la route. Sauf que l'éditeur va aussi faire son travail. Il va dire, écoute mon vieux, ton truc sur Duke Ellington, il est très bien, mais là, chapitre 8, chapitre 24, tu te fous de ma gueule, quoi. Tu dormais quand tu les as fait. Or, un éditeur, c'est aussi son travail, ça. Un éditeur, c'est quelqu'un qui va faire de l'argent avec qui doit faire de l'argent pour pouvoir continuer à faire des livres, avec ce qu'on a fait nous, sans rien lui demander à lui. Donc, il n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'on lui propose, il accepte ce qu'il veut, et il accepte surtout ce qu'il pense qu'il va pouvoir vendre. Or, ce qu'il pense qu'il va pouvoir vendre, il faut que ça lui fasse quelque chose. Il faut que ça provoque en lui quelque chose. Si ça provoque rien en lui, il ne le fera pas. Parce qu'un éditeur qui va prendre un manuscrit à contre-cœur en disant « oui, c'est pas mal », il le vendra pas, il fera rien pour le vendre. Il le sait très bien, il le sait d'avance, donc c'est pas possible. Un éditeur qui fait ça, c'est pas un éditeur. S'il publie ça, c'est pas un éditeur. Alors on peut raconter des histoires, et on peut aussi considérer, bien entendu, quand on est un lecteur ou un auteur, et un auteur et un lecteur, pour moi c'est absolument la même chose. Si on n'est pas un lecteur, on n'est pas un auteur. Et inversement. On peut aussi considérer que les livres des autres sont bien moins bons que les nôtres. Ils ont effectivement les livres des autres sont publiés et pas les nôtres, parfois. C'est embêtant, mais c'est la vie. Je vais vous raconter une histoire qui va peut-être embêter les bons. Le premier livre de quelqu'un je me souviens du bordel que ça avait fait quand il était sorti, le premier livre de Marie Darrieussecq, Truisme. Je m'en souviens. Moi, je connais bien l'histoire. Paul Tchaikovsky-Lawrence, qui est un vrai grand lecteur, un des vrais grands lecteurs qu'il y a en France. Il n'y en a pas à 100 000, hein. C'est un vrai, très grand lecteur, ce garçon. Reçoit par la poste tous les jours une trentaine de manuscrits. Il les lit tous, scrupuleusement. Quand je dis scrupuleusement, il en lit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une trentaine de pages. S'il n'est pas accroché au bout de 30 pages, il laisse tomber. C'est pas la peine d'insister. Il va voir vaguement un peu plus loin, etc. et tout, mais ça suffit. Il faut que ça accroche tout de suite. Parce que si vous n'accrochez pas l'éditeur, vous n'allez pas accrocher les lecteurs dans les librairies non plus. Donc, on est toujours face à ce même problème. Mais le problème, c'est que souvent, Paul met 6 à 8 mois pour répondre aux auteurs. Parce que 30 manuscrits par jour, même en lisant que 30 pages, il faut se les faire. Ce jour-là, le coup de chance inouï, pour Marie Darrieussecq sans doute, c'est que le manuscrit de Marie Darrieussecq est arrivé un jour où Paul partait faire un cours à Lyon. C'est-à-dire, elle est passée 6 heures dans le train, dans la journée. Il a donc pris au courrier tout ce qui était arrivé. Et il est parti avec dans le train. Et puis il en a ouvert un, en sortant de la gare de Paris. Au bout de 30 pages, il l'a posé, puis il en a ouvert un autre, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis à celui-là, il s'est aperçu qu'il en avait eu 100 pages. Et puis il s'est dit, au retour, il l'a repris au retour, il s'est dit, c'est bien, c'est vraiment un bon livre. Il s'est dit, je suis vraiment face à quelqu'un qui écrit. Mais c'est pas un livre parfait. C'est pas un livre idéal, c'est un livre qui est plein de trous, c'est un livre qui est un peu trop complaisant sur des trucs, un peu trop ceci et cela. Il a téléphoné à Marie Darrieussecq le soir même, il l'a rencontrée le lendemain, il a discuté avec elle, il lui a dit, bon écoutez, moi à mon avis, je serais plutôt pour publier votre manuscrit, mais voilà, ça et ça et ça. Et là, il est tombé face à une petite nana, elle était très jeune, qui lui a dit, c'est hors de question, moi mon manuscrit, vous le prenez comme ça ou vous le prenez pas. C'est tout. Moi je sais ce que j'ai fait. Ça vous convient pas, c'est pas grave. Ça vous convient, vous le prenez. Et elle s'est mise à lui parler de son travail d'écriture. Et Paul s'est dit, ça confirme bien ce que je pense depuis hier dans le train, cette fille, c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui vraiment est un écrivain, au fond d'elle-même. Donc bon, tant pis, je le publie, aussi inégal soit-il, ce livre, parce qu'elle va finir par m'en faire un mien, quoi. Le livre, elle en a vendu 200 000 exemplaires, ce qui prouve que tous les lecteurs français sont des ânes, puisqu'ils l'ont acheté et ils ont eu un très mauvais livre. C'est une preuve que Paul certainement a prouvé à ses données, mais ça l'a beaucoup fait rire. Parce qu'il avait quand même tiré le livre à 1500 exemplaires, au départ. Or, la chose étonnante de ce manuscrit, de ce livre, c'est que Paul l'a envoyé à la critique
vers le 3-4 juillet. Vers le 3-4 juillet, la plupart des critiques français ont reçu ce livre avec un mot de Paul particulièrement long, expliquant qu'il avait le sentiment qu'il avait trouvé là une jeune auteure qui sans doute que le livre n'était pas... Enfin voilà, des précautions, ce qui est assez rare chez un éditeur de recevoir ce genre de... Il y a plein de gens qui se sont dit on lira ça un de ces jours, quoi. Il y avait des tas de choses à la rentrée à lire. Le premier roman d'un jeune auteur dont Paul en plus vous dit je suis pas bien sûr que ce soit vraiment un bon livre, etc. Les critiques n'ont pas lu, quoi, globalement. Sauf que les libraires, ils n'ont pas eu droit à cette lettre de Paul. Chaque fois qu'il leur ils ont pas reçu cette lettre, les libraires. Ils ont su le livre en service de presse. Et les libraires l'ont commandé. C'est-à-dire que fin juillet, les diffuseurs, là, le diffuseur dont je parlais depuis tout le début, ils ont commencé à dire à Paul, fais gaffe, tes 1500 exemplaires, ils sont épuisés. Ils sont déjà en place, là. Donc Paul s'est dit, on est en train de me faire le coup de la mise en place excessive. Je vais me prendre 1300 retours de Marie Darrieussecq dans le nez, ça va être joli. Il a donc attendu. Il a un remarquable directeur des ventes, Paul, qui s'appelle Jean-Paul Hirsch. Paul est parti en vacances. Jean-Paul Hirsch, au bout de 10 jours, la Sodis, puisqu'il est diffusion Gallimard, la Sodis appelle Jean-Paul Hirsch et lui, tu sais, on est un peu embêté parce que en librairie, là, on est à 6000 exemplaires sur le Darrieussecq. Le problème, c'est qu'on en a que 1500. Qu'est-ce qu'on fait? 6000 exemplaires, il s'arrachait les cheveux, quoi. Paul, en plus, était dans une situation financière à cette époque-là dramatique. C'est-à-dire qu'il pouvait se ramasser s'il se trompait sur ce livre. Il appelle Paul qui était en vacances. Paul lui dit, écoute, moi je ne sais pas, 6000 exemplaires, c'est quand même, il y a un truc, quoi. C'est 24% des roues. Il y a un truc qui se passe. Peut-être que ça va retomber demain, mais il y a quelque chose là aujourd'hui. Soyons prudents, on va attendre. Ils attendent, ce que n'auraient pas fait d'autres éditeurs, sans doute, petits ou grands. Là, une vieille histoire, on attend. Ils attendent encore 4-5 jours et ça monte. Ils arrivent à 15 000 exemplaires. Donc Paul dit, c'est pas possible. On ne peut pas passer pour des abrutis. Si on en a 1500 et qu'il y en a 15 000 commandés en librairie et qu'on les fournit pas, les libraires vont nous arracher la tête. On prend ce qui suit, tant pis, on se plante sur celui-là s'il faut, mais on fait 20 000. Ils réimpriment 20 000 exemplaires du livre. Ils en ont vendu 200 000. Le premier article qui est sorti sur ce livre, c'était Jean-Baptiste Arang dans Libération, début octobre. Le livre s'était déjà vendu à 120 000 exemplaires, avant qu'il y ait le premier article. Donc la presse, elle fait ce qu'elle a à faire. Et peut-être que c'est pas un bon livre. Moi, j'en reviendrai. Je l'ai pas relu depuis. Je me souviens pas d'un truc inoubliable. Je sais pas pourquoi ça s'est vendu. Et ça s'est pas vendu avec la presse. Ça s'est pas vendu parce que c'était. Alors voilà. Pourquoi est-ce que des livres se vendent? Si vous un jour vous le savez, vous me le direz. Pourquoi est-ce qu'on a vendu 250 000 exemplaires des Bienveillantes? Maintenant, dites-le moi. Maintenant, est-ce que 250 000 personnes ont lu les 990 pages des Bienveillantes? C'est une autre histoire. Voilà. Merci.